Tac. Là, normalement, on nous entend. Salut, Salut, salut. salut. Disponible. Effectivement, on nous entend. J'ai le retour du Ah. stream. Et tu t'entends bien? Je m'entends bien. Il faut peut-être que je déplace un peu le micro. Parfait. Ok, c'est bon. Et bah, parfait, si tu t'entends bien. Je m'entends Normalement, plutôt j'ai pas bien. touché au J'ai réglage une très depuis la belle dernière fois. voix. Oui. Comment? J'ai pas touché au réglage depuis la dernière fois, donc. Je vais juste augmenter le gain un petit peu. Un Voilà. peu pas trop, Je là, sais pas c'est si un poil trop, là. c'est un peu le trou. Ouais. Est-ce que là c'est mieux? Vas-y, parle. Est-ce que là c'est mieux? Le gain. Ouais, c'est pas mal. Laisse-le un tout petit Attends. peu encore. Comme ça c'est bon? Voilà, c'est bien. Ok, parfait. Je reste comme ça alors. Sauf si tu mets trop de Pas gain, de ça fait soucis. très voix des radios un peu Alors, c'est agitée. Et alors c'est quoi que t'as donné un peu? Voilà, c'est ça. C'est littéralement ça. Tout à fait. Sauf que nous sommes des noobs, hein, évidemment. Nous ne sommes pas des gamers. Hmm. Ah, Et t'as heureusement qu'il n'y a fait. personne pour entendre les débilités qu'on dit là. À moins qu'il y ait des gens. Est-ce qu'il y a des gens? Manifestez-vous, s'il vous plaît. T'as Et changé soyez pas ton nom timides. sur Twitch, toi? Quoi? Pourquoi j'aurais changé mon nom sur Twitch? Bah, t'as toujours été The Only Snake Plissken? Ah non, j'ai changé, mais ça fait un moment déjà quand même. Ah bah, je m'en souvenais pas. Eh ben si, J'avais je pas suis noté l'info, Snake. j'avais pas noté l'info. Ici Snake. C'est évidemment s'il y a des gens qui écoutent par hasard, mon autre pseudo Twitch, c'est Snake Plissken. C'est pas en référence à Metal Gear, mais c'est en référence au film que référence Metal Gear, c'est-à-dire New York 97 de John Carpenter. Voilà. Tout à fait. Je secoue la tête alors personne ne voit ma caméra parce que d'une personne en Personne ne te live. voit, Donna. Et On a une ensuite, radio là. il n'y a pas nos caméras pour l'instant. Non. Mais oui, tout à fait. Oh, coucou! D'ailleurs, on nous a Coucou. dit, je me demande bien qui nous a dit ça, mais on nous a dit la semaine dernière qu'il aurait fallu qu'on se présente mieux pour dire On se qui on est. présente mieux, Donc, vu que effectivement. cette fois il va y avoir un replay, parce que si je Oui. fais bien les choses, il y aura un replay. La semaine dernière, il n'y a pas de replay, mais là, il y en aura normalement un. Oui. Et bah, du coup, on va faire une vraie présentation de qui on est, un peu plus sérieuse. La dernière fois, on était un peu pris au dépourvu, je sais plus qui avait posé la question, mais C'était Sam Aurore, je ah crois. voilà. Bah, c'est pour ça, ça nous a un peu surpris, parce qu'ils nous connaissent un petit peu. Question qui n'a rien à voir. Ah, on ne Comment m'entend pas bien. Ah, pardon. Excuse-moi, il pose sa question, j'essaie de régler ça. comment est-ce que, dis-moi, je change le titre du stream? Comment Parce est-ce que qu'on est je toujours sur change? premier stream, donc Est-ce que... Alors, on m'entend pas bien. Est-ce qu'on m'entend un peu mieux? J'ai augmenté. Euh, Dites-moi, sinon je baisse Clémence un peu. Comme ça, vous pouvez augmenter le son chez vous. Parce que je vois pas trop. Bof, bof. Bah ouais, mais je commence déjà à être au maximum. Je peux rapprocher mon micro, mais je peux difficilement faire mieux. Si tu montes le son chez toi, Clément, c'est trop fort du coup. Excuse-moi pour changer le nom du stream. C'est dans gestionnaire c'est de bon, stream. j'ai Tu trouvé, peux. t'inquiète. T'inquiète. Très bien. Clem, c'est nickel, mais toi, bof. Bah oui, mais du coup, si tu montes le son chez toi, Clem devient trop forte. Ou tu peux monter le son et m'entendre bien. Parce que là, j'ai plus trop d'autres options. Oui, toi, Sylvie C. Parce que je peux augmenter encore un petit peu. Après, si j'augmente trop, voilà, je suis déjà presque à la saturation. Alors bonsoir, bonsoir, Bob. Parce que bon, je vais pas crier dans le micro, donc ça va. Mais là, je suis un petit peu. Bah, ouais, mais là, en fait, je suis déjà presque à la saturation, quoi. Si je C'est fais vrai que ouah, là, là voilà. on dirait un peu, on dirait un peu la radio, quoi. Bah oui, parce que j'ai mis mon micro au maximum. Bah c'est sur OBS que j'ai mon micro, j'ai pas de réglage sur le micro. Oh putain, j'ai fait une faute. Je suis con. Donc sinon je nous baisse tous les deux et ah bah oui. Et bah je baisse Clémence. Bah, je baisse Clémence. Là j'ai baissé Clémence, je me baisse un petit peu. Vas-y parle Clémence. Alors, est-ce que Là c'est normalement. équilibré? Je suis trop fort. Bah Ah, maintenant oui du coup.
Là, je t'ai baissé. Est-ce que pour les gens... Ah, désolé, je tue les oreilles, Bob Moran. Donc C'est pas intentionnel, là, je me suis baissé juré. un tout petit peu, mais je suis quand même assez fort et j'ai baissé Clémence. Si vous montez le son chez vous, normalement, si tout se passe bien, le Allez, on son est monte le son, équilibré. c'est parti! Après, Clémence, c'est vrai que je peux baisser ton son à deux endroits différemment, toi. J'ai un double réglage. Euh, Peut-être pour d'accord. ça, c'est peut-être ça qui a changé par rapport à la dernière fois. Parce que Et nous... sur le stream, moi j'ai rien changé, mais sur Discord, j'ai dû modifier ton son. ok. Pump it up, c'est-à-dire c'est bien? Ou Non, c'est parce que je pense c'est... que c'est parce que j'ai dit let's go, c'est parti, quoi. Ah oui. Je vois qu'on est 6 parce que je peux vous Ah. stalker les viewers, donc je sais que vous êtes 6 donc parlez, Après, n'hésitez pas, hein. il y a peut-être nous deux qui sont considérés comme deux personnes sur notre propre stream. Ah, peut-être. Attends, si je m'enlève du stream, peut-être. Après, il y a, Ça reste à 6 hein, chez moi, donc... il y a peut-être des gens aussi qui viennent d'arriver, qui sont en train de créer leur compte pour parler, ou Ah qui oui, vont c'est vrai, tester bah avec prenez nous. votre temps. Je sais Mais qu'il surtout, les y a gens qui ont un sûrement compte, des gens n'hésitez qui... pas à parler, hein. Oui, On est là pour ça. tout à fait. On est là pour ça. On va pas tarder à commencer vu que les gens arrivent. Ouais, on va montrer nos têtes. Allez, on montre nos têtes. Tac. Pourquoi j'ai pas la tienne? Si je fais ça, j'ai la tienne. Je suis où, Là, moi? Ah, je suis là! tu es Salut! là. C'est moi! Oui, du coup, on n'a pas les mêmes tailles. Nos têtes n'ont pas les mêmes tailles, mais bon, on va Non. faire avec. Au moins on est à la même hauteur, c'est déjà ça. C'est un peu déstabilisant. J'espère qu'il n'y a pas de gens qui sont très fans des trucs alignés et tout, parce que là, on n'est Ouais, pas du on a tout eu un dedans, hein. petit changement, du coup. Genre là, il n'y a ni le chat, il n'y a rien qui va là, hein, vraiment. Ouais, je peux un peu l'agrandir, on fait ça en direct, hein. Tac, je peux faire ça, pas trop, ça, et moi, je monte. On est désolé de te stresser. Moi je suis pas stressé, je sais pas si ah non, c'est quelqu'un sur le chat qui est stressé. Non, mais je te parle pas à toi, hein. Ah, pardon. En moi, ah oui. Ah, désolé. Désolé. Hop. En fait, toi, Donna, t'es par-dessus le chat. Je sais pas si tu vois, Oui, mais mais je le fais ouais, exprès là. C'était parce que j'ai agrandi le chat. d'accord. Mais tout ce que je vais faire, c'est. Hop. Ah, le chat était la même largeur. On est descendu à 5 viewers, donc peut-être que j'étais considéré comme un viewer, effectivement. C'est possible. Voilà, et je vais mettre le chat du coup. Parfait. Bon, bah, est-ce qu'on commencerait pas? Déjà en remerciant les Bah, gens qui sont là. oui, merci d'être là. On Remercions les va... gens qui étaient là la semaine dernière. Oui, bien sûr. Et merci les gens qui sont là cette semaine. C'est très gentil à vous et ça nous encourage beaucoup. Est-ce qu'on n'expliquerait pas ce qu'on va faire ce soir, mon cher Donna? Oui, on va. Bah, vas-y, je t'en prie. C'est très Explique un petit gentil. peu le programme. Alors, on a un petit programme cette fois. On va pas juste partir en roue libre comme la semaine dernière. C'est bon, pour montrer on doit montrer qu'on est un peu des gens sérieux quand même. Alors du coup, en première partie, on va un peu traiter des sujets d'actualité, des trucs comme ça. Et pour ça, Donna a trouvé un super article qui parle de l'état de la presse indépendante cinéma en France. Et je vais pas en dire plus pour le moment, mais l'article est vraiment super. Il est co-signé par pas mal de journalistes et de gens qui bossent dans des revues de cinéma assez indés, donc des trucs qui sont assez mal connus, sauf des cinéphiles, des gens qui bossent dans le cinéma, etc. Et malheureusement, ces revues-là sont en crise et cet article-là est un peu en rapport avec ça. Voilà. Excuse-moi, à part si t'as pris l'autre article, mais celui qu'on avait sorti, en fait, c'est la suite de Oui, l'article co-signé par plein de journaux il y a un mois. Mais oui, c'est celui-là, bien il ne celui-là vient dont je que parle. d'un seul. Mais celui qu'on va lire,
On avait prévu de lire plutôt celui qui est signé que par un seul journal. Oui, bien sûr, mais ah oui, bah je confonds alors. Cet article-là est signé que par un seul journal, mais en fait, ce qui m'a induit en erreur, c'est qu'à la fin de cet article-là, il y a tous les logos de toutes les revues principales, donc je pensais que cet article-là était. On va regarder. Tu me rends confuse, hein, Donna. J'avais pas vu, donc peut-être que je me suis trompé moi, tu vois, je me remets en question. C'est bien, il faut. Donc voilà, ça c'est pour le début, ça va pas être très long, je pense, on va juste réagir un peu à chaud à la lecture de l'article, parce que je l'ai pas lu, moi, j'avoue. J'ai juste lu le titre et un peu le tout début. Ensuite, ce sera notre petit jeu traditionnel. Il est déjà iconique, bien sûr. Le screen test. On vous montre des plans de films et puis vous essayez de les deviner. Donc c'est vraiment un jeu avec vous, le chat. Donc merci aux gens qui sont là. Et voilà, ça va être sympa. Et donc ensuite, après le jeu, ça fait déjà une bonne partie de la soirée. On va, alors ce sera Donna la star qui nous a préparé un petit chapitre d'un livre d'Antoine Debec et qui va nous parler des cahiers du cinéma et de cinéphilie. Voilà. Alors je viens de vérifier pour ne pas dire de bêtises, et le texte est signé de la rédaction de Revue et Corrigé, donc une seule revue, mais il est effectivement associé ensuite, donc c'est un peu piégeux, à, D'accord. 12 revues de cinéma différentes. Ouais, ok. Ça m'a un peu induit en erreur le fait qu'il y ait tous les logos à la fin en fait de l'article. C'est un peu l'entre-deux, donc c'est tout à fait normal. C'est pas clair, quoi. Voilà. Merci pour le programme Kali, Merci. On fait au mieux. Oui. Du coup, on peut commencer. Je vais essayer de l'afficher, ce texte. Oui. C'est toi qui maîtrises la caméra. Ben oui, présente un petit peu de quoi il parle, pourquoi il est là, ce texte, pendant que je cherche à l'afficher et qu'on puisse le lire ensemble. Tu veux que je le présente, c'est ça? Bah, tu l'introduis. Tu l'as de ton côté pour le lire, toi. Oui, je l'ai. Donc, moi, je vais juste, pendant que je fais l'aspect technique de l'afficher. Alors, du coup, je le lis à voix haute en attendant ou... Non, tu peux introduire un peu c'est quoi Revue et Corrigé et... Ok, d'accord, parce que on va dire que je suis moins experte de Revue et Corrigé que toi, par exemple. Donc, pour donner des petits détails techniques, le titre de l'article, c'est « Quel avenir pour la presse indépendante cinéma ?» avec un point d'interrogation. Et du coup, c'est trouvable sur le site de la revue qui s'appelle Revue et Corrigé et qui est c'est une revue qui paraît une fois par mois, il me semble, si je me trompe pas. Oui, à peu près, un truc comme ça. Ah ouais, c'est ça, à peu près une fois par mois. Et qui, du coup, ne traite pas vraiment d'actualité de cinéma, mais en fait, chaque numéro a une thématique précise. Et il y a différents articles autour de cette thématique. Alors, je crois que ça peut varier. Il y a des articles un peu scientifiques par des chercheurs. Il y a des entretiens. Il y a des trucs plus journalistiques, on va dire, avec de l'investigation peut-être un petit peu. Voilà. Mais en tout cas, tout ça se réunit sous la bannière d'un thème précis. Qu'est-ce que je peux donner par exemple, il y en a eu un sur le cinéma d'animation, il y en a eu un sur le cinéma africain. Ouais. Je sais pas si tu peux citer d'autres exemples, peut-être. Il y en a un qui vient de sortir sur les enfants. Sur les enfants au cinéma. Ok. La présentation des enfants, les acteurs enfants. Ok, très bien. Il est affiché, donc tu peux commencer à le lire. Très bien. Et je vais donc vous lire cet article. C'est de l'ASMR journalisme, bien sûr. Alors, donc quel avenir pour la presse indépendante cinéma? En cette rentrée 2022, nous avons adressé avec Cinématiseur et 10 autres titres de la presse cinéma une lettre au CNC et au ministère de la Culture. Alors le CNC, c'est le Centre national de la cinématographie, voilà. Pour leur faire part de l'urgence financière et économique dans laquelle nous nous trouvons.
La presse, dernier maillon de la chaîne de l'industrie du cinéma, est encore plurielle. Mais la crise que nous traversons menace son indépendance et sa diversité. Donc voilà, ça c'est l'introduction de cet article, cette lettre. Euh, donc en gros, ça résume ce qui avait été fait avec... donc c'est marqué avec Cinématiseur et 10 autres titres de la presse cinéma. C'était donc un article co-signé par toutes ces revues et qui était donc une espèce de tribune adressée au CNC, au ministère de la Culture. Voilà, donc ça c'est pour le rappel. Alors, nous, éditeurs indépendants de presse cinéma, tenons à vous faire part de l'urgence financière et économique dans laquelle nous nous trouvons. Pendant la crise sanitaire due au virus du Covid-19, que les salles de cinéma soient ouvertes ou fermées, fréquentées ou désertées, soumises ou pas au pass sanitaire ou vaccinal, nous avons continué à publier en dépit des changements de date de sortie ou des réductions drastiques des copies de films. Nous avons continué à informer, chroniquer, interviewer, alerter, encourager nos lecteurs à voir, revoir, louer ou acheter. Nous les avons incités à ne pas oublier l'importance de la culture en général, du cinéma en particulier, notamment en développant de nouveaux supports en ligne, tout en maintenant notre activité imprimée. Est-ce que tu as quelque chose à dire Non, je pense que c'est plutôt sur ce... clair. C'est plutôt clair, c'est un résumé globalement. Je continue donc. Cette activité, nous l'avons maintenue en dépit de la fermeture par décret des points de vente pendant les confinements, dont les plus visités comme ceux des gares et des aéroports, lieux de passage où pendant très longtemps, plus personne n'est passé. Nous sommes aujourd'hui témoins et victimes de la fermeture définitive de nombreux kiosques, maisons de la presse et librairies. Nous avons continué à publier à perte à cause de l'arrêt d'activité des distributeurs qui comptent parmi nos annonceurs. Aujourd'hui, nous sommes soumis à une crise publicitaire, conséquence directe d'une situation économique désastreuse qui n'est pas près de s'améliorer. Nous subissons les dommages collatéraux du délaissement alarmant des salles par les spectateurs. Donc le délaissement des salles par les spectateurs, c'est évidemment la crise que traverse le cinéma en ce moment, qui est en partie due aux dégâts du Covid. C'est que les gens ne vont plus en salle et parce que aussi il y a l'illusion que la place de cinéma est moins chère, est plus chère, pardon, justement, à cause c'est de l'inflation, de l'augmentation du coût de la vie, etc. Alors que bon, en fait, c'est un peu une illusion. Le prix de la place de cinéma n'a pas augmenté. C'est juste qu'il y a tellement tout qui augmente autour qu'il y a une impression peut-être que le cinéma c'est plus cher. Et plus aussi la valeur du cinéma qui a baissé. On n'est plus autant prêt à mettre autant d'argent pour aller au cinéma qu'avant en fait. Et notamment avant le Covid. Donc j'en étais où ? Ok. Et comme un coup de grâce, les pénuries dues au Covid mais aussi à la guerre en Ukraine viennent augmenter radicalement le prix du papier. Donc vraiment, il y a tout qui va mal, quoi. Ces hausses sont répercutées par nos imprimeurs français, qui nous imputent également les prix croissants de l'énergie pour la fabrication et la livraison. En 6 mois, les coûts d'impression et de transport d'un exemplaire ont augmenté au minimum de 20% et peuvent maintenant atteindre près de 50%. Nous subissons une pression de plus en plus importante pour baisser la qualité de notre papier et diminuer la pagination de nos titres. Certains d'entre nous déplorent déjà une détérioration qualitative de leurs publications qu'ils portent à bout de bras face aux groupes de presse. Ça, c'est un très gros problème aussi, on en reparlera peut-être après. D'autres encore songent désormais à imprimer à l'étranger, alors que l'impression française était un choix éthique et politique important, tant cela met en danger la rémunération et l'emploi de leurs collaborateurs. Donc avec ce paragraphe-là, on est vraiment au cœur du sujet, je trouve. Je sais pas ce que tu en dis, Donna. Oui, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. De toute façon, je trouve le texte est très complet et très bien Il est très structuré. Donc clair. c'est pour ça qu'on l'a choisi. C'est-à-dire que je pense que c'est important que ces témoignages-là
si c'est pas le premier texte du genre qu'ils écrivent, mais que ces témoignages-là, ils soient un peu partagés, un peu lus, que les Bien gens aient sûr. conscience de la situation Oui, bah c'est aussi pour ça grave. qu'on fait ça, Bien hein. sûr, C'est à notre tout à fait. échelle, c'est pas grand-chose, mais Oui, au moins on lui donne une tribune, quoi. Et exactement. bah, je fais une petite pause pour lire le message de Bob Moran. Oui, Surtout qu'avec le développement des plateformes en ligne, c'est compliqué pour les cinémas de tirer leur épingle du jeu. Oui, totalement. Les plateformes en ligne, on a peut-être tendance à dire que c'est un peu facile de dire que c'est à cause des plateformes que le cinéma il est en difficulté, mais oui, ça fait partie du problème, effectivement. Avec la facilité d'accès des films et des séries en ligne, qui sont, bah, du coup, t'as l'impression vraiment que c'est moins cher pour un plus grand catalogue et tout ça, tu te poses la question de l'intérêt d'aller en salle. Donc oui, c'est à mon sens une partie du problème. oui, Et donc ça rejoint la perte de valeur du cinéma en quelque sorte, parce qu'on se dit, comme on a tous les films qu'on veut chez soi en ligne, quel intérêt d'aller au cinéma alors que c'est absolument pas la même expérience, la même valeur, ni même les mêmes sorties en fait. Donc c'est deux choses différentes qu'il faudrait concilier, mais en fait les impératifs économiques capitalistes des plateformes sont quand même un peu déchaînés, on va dire. c'est Voilà. sûr. Est-ce que je continue? Oui, vas-y, je t'en prie. Très bien. Nous offrons du texte, mais nous offrons aussi de l'image. Nous ne voulons pas imprimer sur des papiers qui ne rendent pas honneur aux cinéastes et à leurs techniciens. Nous désirons continuer à mettre en valeur leur travail. Nous ne voulons pas couper drastiquement dans notre pagination, mais souhaitons offrir toujours plus d'espace aux sorties les plus fragiles, aux personnalités les moins connues. Nous ne voulons pas avoir à trier nos sujets en fonction de leur attrait commercial. Nous ne voulons pas arriver au stade critique où notre éditorial serait esclave d'accords financiers. Nous sommes des éditeurs indépendants et souhaitons le rester. Il nous paraît également important que la presse écrite cinéma soit considérée à sa juste valeur. Aujourd'hui, comparativement aux aides à la création vidéo sur Internet du CNC, l'avenir de la presse cinéma ne semble pas préoccuper les autorités. Quand cette aide à la création vidéo de plusieurs centaines de milliers d'euros par commission, et 5 commissions par an, bénéficie très justement, et nous ne souhaitons pas dévaloriser cette production, à quelques créateurs, une poignée de sociétés de production, peu d'employés et la société américaine YouTube, la presse écrite cinéma embauche, produit et diffuse en France, créant de la TVA et du chiffre d'affaires pour les imprimeurs, les distributeurs, les kiosques, les librairies, etc. L'enveloppe de l'aide annuelle à la revue de cinéma, de 64 000 € en 2021 pour 13 titres, ne reflète pas cette réalité-là. Nous sollicitons ainsi auprès de vous une aide d'urgence à l'impression jusqu'à ce que la hausse du tarif du papier cesse, ainsi qu'une revalorisation des aides annuelles à la presse cinéma, afin de pérenniser l'économie de nos titres face à des prix qui ne baisseront pas de sitôt. La survie et la liberté de la presse culturelle indépendante sont en jeu. Et vous pouvez donc voir à la fin les signataires de cet article-là, si Donna, tu veux bien. Voilà. Oui, donc vous avez ça fait 12 sur les 13 concernés par le financement du CNC, je sais pas qui est le 13e, mais ça donne un aperçu de qu'est-ce que c'est aujourd'hui la presse indépendante cinéma, c'est ces 12 revues-là, qui sont toutes des revues importantes, il y en a qu'on aime plus que d'autres, Oui. ça c'est sûr. Il y en a qu'on lit plus que d'autres. Bah, L'idée, c'est... elles sont différentes aussi, elles Oui, sont bah, toutes bien sûr. différentes. C'est ça qui est C'est ça qui est d'important aussi, important. c'est que certes on les aime pas toutes et il y en a que même moi je considère assez nul, hein, vraiment, on va dire. Mm. Mais ce qui est important, bah, c'est comme dans le cinéma, c'est la diversité de ces revues. Et déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, si en plus elles ont des difficultés à être imprimées et diffusées, bah là, ça devient carrément dramatique, en fait. Exactement. Et du coup, il parlait donc d'une aide annuelle du CNC de 63 ou 64 000 euros pour 13 titres. Donc, même sans faire les calculs, revus et corrigés ils sont assez transparents, donc ils avaient déjà parlé de ça dans un précédent article, et expliquaient que la somme annuelle, donc je sais plus, c'est quelques milliers d'euros, hein, c'est 3 à 4 000 euros qu'ils recevaient pour un an par le CNC, leur permettait à peu près de financer simplement les coûts de production, donc même pas les salaires, de la moitié d'un numéro, sachant qu'ils sortent 5-6 numéros par an. Mm. Donc c'était clairement pas assez. Et la question c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une diversité que la plupart des pays n'ont pas non plus,
parce que là, ces 12 revues-là, il y a une diversité d'offres, de créations. Il y en a qui parlent de cinéma récent, de cinéma du passé, il y a différentes approches. Et cette diversité, bah, elle est en danger. Il y a une diversité Mm. et une qualité. Et les deux sont en danger parce que c'est aussi des revues qui, pour la plupart, éditent sur, bah, comme il le dit, sur la très bonne qualité de papier, avec beaucoup de travail de mise en page, Mm. qui est quelque chose historiquement en France. Les cahiers du cinéma étaient très connus pendant longtemps pour leur couverture jaune. Il y a eu ensuite HK, HK Magazine, dans les années 90, qui était très connu pour l'importance qu'il donnait aux couvertures, à la mise en page. C'est des choses qui sont importantes aussi aujourd'hui en France. Par exemple, bah là on voit il y a Réplique, il y a la revue Réplique qui est concernée. C'est une revue qui est un travail de qualité de papier, de mise en page et tout qui est assez incroyable. Et c'est tout ça qui est aujourd'hui en danger à cause de la crise. Et ces revues ont du mal à se faire entendre par le public, vu que c'est des revues qui sont bah, un peu niches, ça parle de cinéma, et ont malheureusement beaucoup de mal à se faire entendre par les pouvoirs publics. C'est peut-être ça qui est plus emmerdant. Ouais, parce que c'est dit dans l'article, mais Mm. bah, il y a quand même un gros différentiel entre les aides du CNC accordées aux créations vidéo, notamment sur YouTube, qui sont effectivement assez énormes, hein. C'est des grosses sommes, et l'aide aux revues papier qui sont tout aussi importantes et qui devraient bénéficier d'un soin et d'un budget tout aussi important, en fait, si ce n'est plus, peut-être. Parce qu'il y a plus Exactement. je crois qu'ils le disent dans l'article, mais il y a plus il y a plus d'enjeux derrière, c'est la production d'une revue, quoi. Mm. Oui, parce que ouais, il y a des enjeux d'emploi, il y a des enjeux de diversité, tout ça. Ouais, En plus, bah, la revue papier, faut pas non plus penser que bah, YouTube c'est international, la revue papier c'est limité. Déjà, la France n'est pas un territoire si limité, mais ensuite les revues papier s'exportent. bien sûr. Elles sont reconnues pour la plupart. Bon, les cahiers du cinéma, évidemment, ont une aura internationale depuis longtemps. Mais c'est des revues qui s'exportent déjà dans la francophonie et même potentiellement plus loin. C'est des revues qui sont importantes, qui interviewent des gens du monde entier. Donc c'est Mhm. important même pour le cinéma mondial. Et donc voilà, c'est Bien pour ça que ça sûr. me paraissait important, vu que nous, on va parler beaucoup de critiques avec toi, Clémence, dans Oui, notre émission. C'était important aussi pour nous de montrer que l'actualité, le contexte dans lequel on fait cette émission n'est pas neutre. pas du tout. Et qu'aussi, bah là, tout à l'heure, on m'a parlé, on va lire un texte qui parle d'une revue, donc les cahiers du cinéma et de son histoire, et pas que celle-ci d'ailleurs. Et c'est important de mettre en contexte, c'est-à-dire de se rappeler d'une époque où il y avait très peu de revues et beaucoup de conflits, mais où la presse était beaucoup plus florissante. Et Oui, aujourd'hui, on a la chance, dans une période où les journaux, la presse ne sont pas dans une santé économique très forte, d'avoir une belle diversité de 13 revues importantes de cinéma mm. qui n'ont pas toujours existé. Et il faut peut-être se demander qu'est-ce que ça vaut? Est-ce qu'on a envie que ça reste? Nous, on a envie que ça reste en tout cas. Oui, parce que si je peux me permettre une remarque, effectivement, on a envie que ça reste, hein. Et puis, même si moi je pense que l'avenir de la critique est en partie sur Internet, je pense pas, j'en avais déjà parlé, mais le site Écran Large, il n'a pas de revue papier, et c'est une très bonne publication de critique en fait. Je pense quand même que la presse papier est très importante à cause de tout ce qui fait sa qualité matérielle déjà avec le bon papier, les images de bonne qualité, la mise en page, etc. Mais aussi parce que c'est tellement c'est des articles, c'est pas des critiques hein, pour la plupart, c'est des articles plus scientifiques, plus poussés, des entretiens, etc. Et pour moi, ça a une valeur d'archive en fait. Et conserver ce truc-là en matériel, ça permet de les stocker, de les archiver, enfin ouais, comment dire, qui dure dans le temps. Mm. Genre moi, par exemple, pour ma recherche, pour mon mémoire sur John Carpenter, j'ai cherché des revues. Je suis allée sur eBay et j'ai acheté un vieux Mad Movies, donc c'est une revue qui parle de cinéma de genre et tout, donc un truc iconique. Et j'en ai acheté un vieux parce qu'il y avait un article sur John Carpenter, un entretien dedans, et il m'est arrivé dans un état impeccable. Il avait pas pris une ride, le magazine, quoi.
Et ça, c'est dû à une bonne conservation, au fait que on reconnaît la valeur de ces titres papier et qu'on les conserve pour le futur, justement. Mm, Et c'est aussi ça l'intérêt pour moi. tout à fait. Donc voilà, bon, j'espère que en tout cas ça vous a intéressé, que ça me paraissait important de parler de ça. Oui, Bon, on avait un deuxième point en actualité, mais qui est très léger et qui est même plus positif. C'est de vous informer que est sorti mercredi, donc hier, tout simplement hier, un film qui était en compétition au Festival de Cannes, qui a reçu le prix du scénario, qui s'appelle La conspiration du Caire de Tariq Saleh, qui est un cinéaste égyptien émigré dans un pays d'Europe du Nord, je ne sais plus lequel, et que ce film, donc, qui est sorti hier, a fait le meilleur démarrage, c'est-à-dire le nombre d'entrées sur sa première journée d'exploitation, mercredi hier, pour un film, alors déjà le meilleur démarrage de de la sélection officielle du Festival de Cannes, donc mieux que la Palme d'Or qui est sortie il y a un j'ai pas vu mois, le pour un film film. encore, mais Non, on n'a pas vu le il est très film. prometteur. Il est très très Bah, très prometteur. envie d'aller le voir. Mais donc du coup, c'est pour l'instant le meilleur démarrage de tous les films qui étaient à Cannes. Donc mieux que des films qui étaient des films français avec des acteurs et des actrices qu'on connaît, qu'on identifie. Oui, Ce qui est quand même plutôt surprenant et positif. Et le meilleur démarrage pour un film étranger en version originale depuis Parasite, la Palme d'Or de effectivement. 2019, Et il réalisé a par aussi Bong fait un Joon-ho. meilleur démarrage que la Palme d'Or de cette année, Oui, je du coup. crois. Oui, bah oui, que tous les autres films en sélection à Cannes, dont la Palme C'est d'Or. ça. Et Oui. donc on n'a pas vu le film, on vous le recommande, apparemment il est bien, nous on va aller le voir. Évidemment, chacun se fait son propre avis, mais c'est surtout de se dire que c'est plutôt rassurant qu'un film qui n'est pas forcément celui qui avait la meilleure communication, c'est pas, vous n'avez pas forcément entendu parler partout ou quoi, un film qui est un film égyptien, qui n'est pas une cinématographie qu'on connaît beaucoup, Non. qui se passe en Égypte, qui est un film politique, un Un thriller. thriller, lié aux questions de religion. Et bah, quelque part, ce film-là, il a su répondre aux attentes, en tout cas ce qu'il promettait, aux attentes de pas mal de gens. Ce qui surprend tout le monde, hein, vraiment. Les distributeurs, actuellement, tout le monde est assez surpris, personne n'attendait ce démarrage, personne n'attendait ce nombre d'entrées. Euh, pour, euh, pour dire, je crois que il a fait. Non, je sais plus, j'ai pas envie de dire, je crois que je l'ai noté, je vais vous dire. Ça va peut-être pas vous parler, mais c'est quand même un très bon démarrage pour un film non états-unien, pas un gros film Marvel ou quoi. Il a Oui. fait en une journée, sur toute la France, 15 000 entrées. Et en additionnant avec les avant-premières qu'il a déjà fait, 27 000 entrées. C'est 15 000 entrées, c'est ce que fait facilement en Marvel, c'est ce que ne fait jamais un film africain. Ça n'arrive jamais. En une Sauf pour journée, celui-là, du coup. 15 000 entrées. Sauf Félicitations. celui-ci. Voilà. Et donc tant mieux. C'était juste, voilà, la petite bonne nouvelle. Oui, ouais, propre, hein, 15 000 entrées en une journée sur tout le territoire français. Donc sur 66 millions d'êtres humains, mais bon, tout le monde ne se déplace pas pour aller en salle. Mais voilà, en une journée, c'est quand même un gros. Oui, oui, il y a France Inter qui fait beaucoup de pubs. C'est vrai que France Inter, c'est toujours la première radio de France. Mais malgré tout, bah, la pub a marché. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de pubs pour plein de films. Le système de France Inter, ce n'est pas. On va pas rentrer dans les détails, mais en fait, c'est pas une radio qui propose des espaces de publicité pour les films. C'est pas les distributeurs qui achètent sur France Inter en disant bah, on va prendre une place de pub. C'est France Inter qui dit ce film-là nous intéresse, par plaisir, on le vend. Et on le mettra partout. Et du coup, ça fait que souvent, ils sont très virulents pour défendre les films parce que ils ont aucun intérêt à le faire. C'est uniquement du plaisir, ce qui est un très C'est bon ça. système. Et donc, Oui. et c'est vrai que Vive le souvent, ça service marche bien. public. Ça marche bien. Mais il y a des films soutenus par. Oui, bah oui, il a vraiment été mis en avant, bien sûr. Mais il y a des films soutenus par France Inter qui marchent pas, hein. Ça arrive aussi, hein. Donc, il y a quand même un truc. En tout cas, En c'est fait, le positif truc, pour un c'est que film France étranger. Inter n'a plus un pouvoir de prescription ou de vie ou de mort sur les films. Alors que ça a pu l'être à une époque. Mais maintenant, le masque et la plume, Oui, ils ont ça. plus d'influence, quoi. Ils Oui, décident bah. plus du succès des films. Après, là, c'est même pas le masque et la plume, ils n'en ont pas encore parlé, vu que le film est sorti hier. C'est Oui, non, mais les. même France Inter en général, C'est quoi, tu les vois. petites pastilles, les petits trucs de pub. Mais en tout cas, oui, bah, sûr que ça a joué. France Inter, ça a joué. Il n'empêche que
il n'y a pas que ça, parce qu'il y a quand même les gens qui y vont. Parce qu'après, des fois, on peut Oui, vendre très bien le film. Si les gens, ça les intéresse pas, c'est pas le moment. Donc nous, on est incapable d'analyser pourquoi ce film-là précisément, mais on est content. C'était on juste est ça. content. On est content, film égyptien, peut-être un peu ambitieux, du Festival de Cannes. Ça montre qu'il y a encore, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, une appétence du public pour aller en salle, pour aller découvrir, pour aller vraiment au Oui. cinéma pour découvrir des pays, découvrir des cinématographies, découvrir des sujets. Et Et d'ailleurs, le public ça, est c'est plus cool. jeune. Et le public est plus jeune. Ouais. Mais pour ce film, on n'a pas encore les statistiques d'âge Non, bien similaires. sûr. Mais en tout cas, Mais on va je regarder parle en comment ça va général. évoluer, oui, bien sûr. Donc voilà, c'est nos petites actualités. Je pense qu'on va passer, si ça vous va, à nos screen tests. Même Bah si oui, je on sais est pas combien combien on là? est là. Vous êtes 2 dans le chat. Normalement, il y a 6 viewers, On est 6, ouais. donc parlez, hein, même si vous êtes des bots, parlez, hein, s'il vous plaît. Donc ouais, on est 6. Bah on va tester si vous êtes motivé, si vous avez envie, on continue, on va donner des indices. Voilà, on va peut-être pas en mettre 10 comme la dernière fois, on va voir en fonction de... Et enfin en tout cas je suis content que ça vous a intéressé l'article. Et du coup oui, on va voir, on teste. Voilà, on teste une petite screen test. Faut meubler un petit peu parce que j'ai pas du tout sorti le truc. Oh, Donna. Très bien. C'est très bien. Oui, Tac. c'est un article intéressant et effectivement, il mérite vraiment d'être mis en avant parce que je pense que Ah, bah, c'est quand même de la niche, donc il n'y a pas grand monde qui va en parler, donc bon, qu'on le fasse au moins nous. tout à fait. Alors la première image s'est affichée déjà. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à proposer. C'est un film plutôt récent. Exactement, c'est Star is Ouah, bien Born, joué! félicitations. C'est bien Lady Gaga qu'on voit au premier plan, et c'est le tout début du film quand elle chante pour le plaisir dans un... Elle n'est pas encore connue et elle chante dans un... C'est quoi ça? Un cabaret de drag queen. Bah ça m'a tout... J'ai pas vu le film, mais ça m'en a tout l'air, oui. Bah c'est ça, c'est un espace de show de drag queen. Bah, pour l'instant, non, tu es tout seul visiblement, Les Bob, gens sont donc trop timides, mais c'est pas grave. voilà. Motive-les à venir affronter le King. Le King. Moi j'ai envie de dire, tant qu'on a un participant, c'est Oui, bien, hein. donc, tant qu'on fait plaisir à une personne, on continue, on est là pour. Tout à fait, tout à fait. Mais merci quand Voilà, même aux cinq bien sûr. personnes silencieuses qui sont Ouais. là, ça nous fait plaisir. Attention, je passe à la prochaine image. 3, Alors 2, non, ça c'est pas la 1. prochaine... Ah voilà. Tac, ouais. Ah, tac, je connais le bon truc. En fait, Donna, Euh, à oui. y regarder une deuxième fois, en fait, il est vraiment dur ce plan, j'aurais pas Oui, dû le proposer. oui, oui, il est un peu dur celui-là. C'est un film français, c'est un On peut premier peut-être le film. passer et le garder pour une autre fois où il y a plus de monde. C'est vrai qu'il est dur. Là, Il est comme très ça. dur. Peut-être on le zappe. Ouais, on va le zapper parce que c'est... Désolée, On c'est le moi qui l'ai zappe. proposé celui-là, mais... Tac. Celui-là est peut-être mieux. Prochaine image. Tac. Comme ça, on le remettra un autre jour. Oui, ouais, voilà. On donne pas la réponse comme ça. On... Ouais, on en a en stock de toute façon. Non, non, on se le garde, on se le garde. Secret, c'est secret. C'est secret, on se le garde pour nous resservir. Exactement, bravo Bob, c'est la tour Montparnasse. Infernal, film de Charles Nemes de mémoire avec Éric Judor et Ramzy Bedia. Eric et Ramsey. Eric et Ramzy, le premier film de cinéma avec comme duo comique central Eric et Ramzy, c'est le début, je crois que c'est 2001. Donc voilà, c'est le moment où ils font Die Hard. Enfin, tout le film est une parodie de Die Hard, mais c'est le moment où Eric Judor veut faire Die Hard avec le tuyau à incendie et ça marche pas. Non, ça ne marche pas, Ça c'est ne marrant marche ça. pas du tout. Un film qui est toujours aussi drôle, hein, qui a pas si mal vieilli, qui est très dans son jus, mais qui a pas si mal Et, vieilli. et je ne l'ai pas vu. Mais c'est plutôt drôle. Il est un peu dans son jus d'or, non? Oh, oh là 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 là. Ah, c'est les grosses têtes. Oh là là, oui. Putain, Félicitations Caroline Diamant. j'ai l'impression d'être Laurent Ruquier actuellement. Alors, est-ce que... Ah non, non, c'est nul. Mais en tout cas, félicitations pour la tour en face Désolée. infernale. On passe à la prochaine image.
1, 2, 3, tac. Tu sais qu'il y a un délai, hein, donc ça apparaît pas tout de suite. Oui, mais ça apparaît. Normalement, les gens reçoivent ma voix en même temps que l'image. Donc pour Non. les gens, c'est toi, t'entends ma voix avant l'image. Oui, c'est vrai. Mais Ah les oui, gens pour les reçoivent gens, les deux c'est en pas même pareil. temps. Donc D'accord, ils ok. ont le. C'est pas Euh, Kingsman. Mais je crois que le comédien est dans Kingsman. Ah, c'est possible, C'est je sais possible. plus. Mais ce n'est pas Kingsman, c'est plus vieux. C'est une adaptation de C'est plus vieux, c'est livre. une adaptation. C'est le début des années 2000, je crois. Ouais, c'est ça. Comme ça. Du début des années 2000. C'est une comédie? Non, c'est pas une comédie. Si, c'est une comédie. Moi, je trouve pas ça si drôle, hein, en vrai. Je trouve ça. Ah, quand En même. fait, c'est drôle, mais de C'est- façon cringe, parce que c'est intentionnel, tu vois. Ouais, C'est mais quand intentionnel même, que il y ce a soit plein de cringe. trucs drôles. Il y a tout le début avec ce personnage qui est un peu malhabile. Il y a plein de trucs quand même qui sont dans le Ouais, registre ouais. comique. Ouais, je vois. En tout cas, l'acteur, c'est Stanley Tucci. Il est fabuleux, bien Je sûr. vous ai dit, il est fabuleux ce petit Stanley Tucci. On a vu dans quoi récemment? Il était dans un film, j'ai plus le nom du film, mais où il jouait un couple homosexuel dont l'un des deux Non, c'est souffrait pas de la qui maladie casse. d'Alzheimer. Ah bon? Oui, Ça me dit rien du tout, ça, j'avoue. sorti l'année dernière, petit film touchant. Et Pas avant, il bien. était dans, je sais que j'ai vu dans La Juge, je crois que c'était ça, non, The Lady, c'est ça le titre, avec une Je ne sais juge, pas. le mari d'une juge qui était trop concentrée sur son travail, ça retournait un peu le Ah cliché oui, de c'est l'éternel l'homme, problème des femmes dans les films voilà. comme ça. Et là, C'est ça genre, tu me retournait. négliges, t'as pas le temps pour faire le ménage et la cuisine comme une bonne femme. Parce que tu t'épanouis dans ton travail, hein. On rappelle que les femmes sont incapables à la fois de s'épanouir dans leur travail et dans leur vie de couple. C'est une règle absolue et immuable, hein. Si vous avez une femme, gardez-la à la maison. Bon, on s'éloigne beaucoup du cinéma. Oui, Qu'est-ce qu'on peut donner comme indice? Bah, du coup, c'est une comédie états-unienne, début des années 2000, il y a plutôt Anna Thaoué culte. dedans. Il y a Anna Ça, c'est Thaoué, un gros exactement. indice. Il y a Anna Thaoué, il y a une autre actrice principale très connue, Ah oui, avec Anna Thaoué. Une grande, et grande actrice. qui a quand même une aura autrement plus impressionnante qu'Anna Thaoué, j'ai envie de dire. Ouais. Mais sinon, bah, il y a un peu des indices dans le fond de l'image, peut-être. Voir un peu l'univers, c'est pas très Ça se passe précis. dans un univers très précis et assez fermé. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le Je pensais film? pas que ce serait aussi compliqué, en vrai. Bah, en soi, il est pas si dur, mais si Bob l'a pas vu, tu Ah vois, oui, vu qu'on a que deux personnes qui jouent, si une personne qui l'a pas vu, ça limite les chances, c'est ça. C'est juste ça. c'est Le vrai, t'as hasard, raison. Bon, toi et la culture, mais bah, sur très tu bien. trouves tous les films, enfin vraiment. Sur très bien. Bah, du coup, non, comédie culte qui se passe dans le milieu, dans les milieux intellectuels new-yorkais, de la mode et de la culture. Ouais, très Voilà, bourgeois. bourgeois, mode, culture, journalisme, tout ça. C'est un peu 10% avant l'heure. 10%, oui, c'est vrai. Il y a vraiment toute une logique de 10%, hein, parce que le personnage principal vit la même relation avec l'autre personnage dans la série 10%. Et, Anaïl, salut! bah, Je n'en avais bienvenue vu en tout cas. aucun. Bah, c'est pas grave, au moins tu es là et tu regardes et ça fait Et plaisir. félicitations, Et puis, comme c'est le ça, diable s'habille en Prada. oui, bravo. Et Bravo. Anaïl, si jamais il y en a un que t'arrives et que tu connais, bah, tu le Eh oui. connaîtras. Et ce sera bien, tu vois. Genre, moi-même, tu vois, j'ai pas vu la tour Montparnasse infernale, j'ai pas vu Star is Born, enfin, voilà quoi. Mais oui, tu découvres, c'est très bien. Très Le bien. diable s'habille en Prada, bien joué, C'est c'est exactement ça. ça, bravo. C'est ce film-là, félicitations. C'est très chouette. C'est très chouette. Et Ouais. pourtant, j'aime pas Anna Thaoué, donc. Donc on avait compris. Et Mais l'autre actrice, c'est Meryl Streep. évidemment. Parce Évidemment, c'est que, Meryl ouais. Streep. Voilà. Donc, il est très rigolo ce film. Oui, il est Ouais, très c'est sympa. ça. Il est très sympa, ouais. Très Ouais. agréable. C'est On a fait un film combien? doudou un peu. On a fait 3 là? Trois, dont un qui comptait pas. Non, bah 4 avec celui-là, mais on a fait 3 qui comptaient. Ah bon? Ah Ouais, oui, Star attends. is Born, le tour La Montparnasse tour infernale Montparnasse. et Et celui-là? les essais en Prada. Donc voilà, on en fait encore 2, si ça marche bien. Allez, 3, 2, 1, top.
Ah, c'est encore un choix de moi, ça. Ah oui, effectivement, c'est pas le même acteur. Qu'est-ce qu'on peut dire Alors, sur cette capture? bah, pour C'est très l'instant, bien sûr, coloré, un peu les gens très voient un joli. peu l'image. Oui, c'est vrai que c'est très coloré. Ça peut être un indice, ça, hein. Oui. Bon, il y a plusieurs indices dans l'image. Ouais. Oui, Style on La peut La un Land, peu style mais La La Land, tout à fait. C'est bah, plus vieux. pas vraiment, hein. C'est plus vieux. C'est pas Emma Non, Stone, c'est pas Emma Stone. c'est un film français. Un film français et c'est plus vieux, mais il n'est pas impossible, et même évident, que Damien Chazelle ait vu ce film plusieurs fois. Ouais, ouais. Et après, il en a sorti une ressucée qui est toute moche. On est que sur les choses que t'aimes pas. Hein. Mais c'est pas très bien, La La Land, on est Pas d'accord. si mauvais non plus. Ah si, Oui. ça essaie de refaire ce qui a été fait en mieux avant. C'est triste. Ah non, ça s'appelle la création. Mais non, c'est du copier-coller, c'est tout. Non, c'est pas vrai. Même le côté... bah, je vais pas dire, sinon ça va donner des indices, mais... Mais oui. Mais qu'est-ce qu'on moi, peut donner ce comme film-là, il est indice bien. Il y a une partie du titre dans l'image. Euh, il y a des éléments dans l'image qui sont dans le titre du film que vous voyez actuellement. Vous voyez Bah, actuellement, ouais. ouais, même la BO, je la trouve pas si transcendante. Là où ce film-là, par exemple, la BO, c'est vraiment... Elle est vraiment incroyable, quoi. Mais incroyable, vraiment. Même Donna, qui aime pas le film, il trouve la BO incroyable. Alors bon. Oui, non, Euh, mais du coup, oui, bah, il y a un élément du titre dans l'image, si vous regardez bien. Euh, On peut peut-être Qu'est-ce dire qu'on qui peut est dire? cette actrice, non? Bah, cette actrice est sûrement la plus grande actrice de l'histoire du cinéma français, quelque part. En tout cas, Oui, avec une oui, c'est vrai. longévité, une diversité. C'est une actrice qui est toujours en vie, qui est toujours active, qui a Oui, annoncé récemment n'avoir aucune envie de prendre sa retraite, euh, dont la mère vient de décéder il y a peu à l'âge de 109 ans, donc visiblement elle n'a pas prévu elle cette non plus famille. de... Voilà, cette famille, et là on est sur un film des années 60, Tout à la fait. date exacte, je crois 67. Euh, Les parapluies, C'est c'est... Oui, c'est effectivement Catherine Catherine Deneuve, Deneuve. bien Et joué. c'est une palme d'or ce film d'ailleurs. Tout à fait, tout à Si fait. je me souviens bien. Du coup, c'est Catherine Deneuve. Ça aurait pu être Isabelle Huppert. Oh, pas vraiment. Effectivement. C'est 64, ce C'est film. 64 ce film. Je crois que c'est la palme d'or. Oui. Et donc, c'est bien Catherine Deneuve, effectivement, que l'on voit de dos. Ça aurait pas pu être Isabelle Huppert, parce qu'Isabelle Huppert joue pas vraiment dans ce genre de film, quand même. Oui, puis elle est rousse et Et elle elle est a commencé rousse. sa carrière un tout petit peu après. C'est ça. Mais donc, c'est Catherine Deneuve dans un film de 64, Très comédie coloré, musicale, comédie musicale. avec un. Il y a un Avec un. indice dans l'image, ouais, par Voilà. rapport au titre, quoi. Il y a le titre du film dans l'image, quelque part. Dans ce qu'on voit Bah, là, en partie, oui. en partie. Alors, Goult, par contre, ça n'a rien à voir avec l'image Les qui est. parapluies. Les C'est exactement ça, parapluies. c'est le parapluie de. De quoi? Attends, il a pas donné le titre complet, Ouais, hein. ouais, c'est les parapluies. Ils viennent d'où, les parapluies? Il y a de la pluie sur le sol et on a l'air d'être un peu, disons, dans le nord, C'est les de parapluies de Cherbourg. Cherbourg. Voilà, non, c'est pas Les les parapluies. parapluies de Rennes. C'est tout à fait les parapluies de Cherbourg. Félicitations. Film de Jacques Demy, Palme Bravo. d'Or de 64. Bravo, bravo. Film entièrement chanté, qui est quand Oui. même la principale particularité du film. Et du coup, mais moi non plus, Sylvie, je n'aime pas ce film. On est deux. Moi, je l'aime Mais beaucoup. voilà. Il en Toi, faut tu pour tous dis, les on goûts. est que sur les trucs, on est que sur les trucs que j'aime pas. Bah si, ce film, je Oui, l'aime de tout mon bien cœur. sûr. Et puis, bon, on va faire une dernière image. Attention. Et c'est vrai que tu trouves la BO absolument dingue, par contre. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est... 3, 2, 1. Tac, dernière image. Autre ambiance. Autre univers, Oh. autre pays. Notre Daniel qui commence à diffuser, il veut nous voler notre public, quoi. On est tous les week-ends, là, On est jeudi, hein. le jeudi soir. Ah oui, là, Donc, on change d'ambiance.
Alors, c'est pas Aladdin, c'est pas non plus Jésus. Je sais pas s'il y a un film qui s'appelle juste Jésus, mais c'est pas Jésus. Jesus Juice. Mais on est, vous voyez bien qu'on est un peu dans cet univers. Mais tu blagues, mais on n'est pas loin hein, de quelque chose. D'un film qui pourrait s'appeler Jésus. Oui, C'est pas c'est vrai, Iron Man. on est dans le thème. C'est quand même un poil plus respectueux Iron Man, Ouais, j'avoue. même si elle est pas tant que ça. Il Euh, n'y a pas des barbes aussi moches dans Iron Man. Non, c'est vrai. Mais là, Heureusement. c'est fait exprès qu'elle Oui, soit moche. bien sûr, bien sûr. C'est une immense comédie. Oui, c'est une grande comédie. C'est une très grande comédie faite par des stars de la C'est comédie. un peu le seul film qui peut faire rire de la lapidation quand même, quand on voit l'image. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est les seuls qui ont essayé. Ouais, ça C'est le c'est sûr. seul film qui s'est dit que c'était une bonne idée d'essayer, quoi. Après, c'est pas Mission Non, c'est pas Cléopâtre. Mission Cléopâtre. Je pense qu'il se serait pas risqué à rire de la lapidation dans Mission Cléopâtre. Oh, je sais pas, je sais pas. Non, Peut-être pas, c'est pas le c'est ton. un autre Ouais. type. C'est inspiré, mais c'est pas le même humour. Même si c'est. Bah, je Bah, pense qu'il l'aurait pas fait parce que c'est pas très Goscinny, quoi. Non, c'est ça. Mais lui, en tant que tel, il aurait pu le faire, Alain Chabat, C'est vrai. dans un autre C'est vrai film. que finalement, Astérix et Obélix, c'est un mélange entre l'humour très écrit de Goscinny et l'humour visuel de. Hmm, Bah bien sûr, voilà, bien sûr. des gens qui ont fait ce film-là, du Oui. coup. Mais du coup, non, c'est plus ancien que Mission Cléopâtre. C'est un film des années. Début 80. 80, Début je crois. 80, je crois. Attends, je vérifie. La date. Mais oui, C'est 79, donc c'est 79. vraiment Pas loin. tout début 80. Ouais. Hein? Tellement début 80 que c'est fin 70, quoi. Bah oui, mais c'est juste avant 80, Oui, bien quoi. sûr. Fais Mais pas chier. non. Mais bah, question peut dire, c'est un film anglais, comédie anglaise, plutôt culte. English. Euh, et voilà, et qui se passe à peu près il y a 2000 ans. C'est les Monty C'est Python. effectivement les Monty Python. Effectivement, c'était sur la bonne voie. Et donc, quel est C'est le les Monty film? Python. Quel est le film? Ouais. Bah, il y a qu'un seul film des Monty Python qui se passe dans cette. Oui, La vie de effectivement, Brian, félicitations, c'est la bravo! vie de Bravo, Brian bravo! des Monty Python. Tout à fait Je sais ça. plus par qui il est signé officiellement, mais bon, c'est un film des Monty Ouais, Python. c'est le Monty Python, quoi. Et Et je crois que là, c'est la scène où les femmes se déguisent en hommes pour pouvoir aller lapider quelqu'un. oui, je crois que c'est ça. Il y a que des. En fait, le truc, c'est que dans cette scène, c'est des acteurs masculins qui jouent des femmes qui se déguisent en hommes. Ah, c'est possible, ça fait longtemps que je l'ai pas revu, mais c'est Voilà. pas Si, c'est possible. ça, c'est exactement ça. C'est C'est complètement absurde, un quoi. plan qui me fait beaucoup rire. Moi aussi. Hop, on revient du La coup. On va dégueulasserie de ces remettre la barbes, quoi. tête. Tac. Hop, faut que je remette le chat. Et ben en tout cas, Mm. félicitations pour. Enfin, Oui, merci déjà, j'espère que ça vous a plu. bravo. Bravo. Et félicitations Bravo à pour avoir toutes et à retrouvé, tous. plusieurs films. On va pouvoir passer à la dernière partie de cette émission. Ouais, la partie sérieuse. Sérieuse, très sérieuse. Voilà, Très sérieux, sérieux, très sérieux. Euh, c'est un petit jeu, mais en tout cas, c'était très sympa. Je trouve que c'est pas trop mal trompé sur. Non, c'est pas trop trompé sur nos choix d'images. Non, C'est ça va. plutôt, Sauf peut-être plutôt sur bien fait. Bah, sur celui une, on qu'on n'a l'a pas mis. enlevé, du coup. Oui. Voilà. C'est pour ça que je sais pas trop trompé. Oui. Voilà, donc pour cette dernière partie, on change un peu de sujet. On revient L'ambiance. à ce dont, oui, d'ambiance, on revient à ce dont on parlait au début. Oui, avec les poubelles. Bah, du coup, on s'est trompé. On la remettra un jour. Quand Je vous serez me suis très trompée. aguerri. Et du coup, j'ai amené deux petits livres. Donc voilà, je sais, les livres, ça fait peur. C'est sérieux, c'est chiant. Mais j'ai amené deux livres qui sont écrits par un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Antoine Debec. Et Antoine Debec, c'est un historien. Au départ, pas historien du cinéma, un historien qui a fait une thèse, je sais plus sur quoi, je crois que c'est sur l'histoire politique, truc très très sérieux, et qui, en tant que cinéphile, s'est aussi intéressé à l'histoire du cinéma. Et là où c'est un auteur intéressant, c'est que ça a beau être un historien avec tous les galons
officiels de l'université, tout ça, des grandes revues, des colloques, tous les trucs un peu chiants et isolés. C'est quelqu'un qui a passé tout son travail d'écriture, d'histoire du cinéma, à écrire des choses très vulgarisées, très accessibles, tout à fait C'est compréhensibles. un peu un YouTuber vulgarisateur avant son temps. Je mets son nom dans le Un chat petit si peu, ça oui, vous c'est une très intéresse. bonne idée. Et donc du coup, donc là c'est à l'envers, je crois. Non, c'est à l'endroit. Je peux vous l'avancer. Donc ce livre-là, que je vous conseille beaucoup, si vous voulez avoir un regard historique sur ce dont on parle tout le temps, qui est la nouvelle vague. Enfin, on parle tout le temps, on parle de cinéma français, mais qui est un Godard, espèce de mot Truffaut, valise, voilà, Jacques Demy, Agnès Varda, etc. exactement, qui est un mot valise dont on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Si vous vous demandez est-ce que la nouvelle vague c'est de droite ou de gauche, lisez ce livre. Se demander qui c'est la nouvelle vague, c'est dans le livre. Quand c'est la nouvelle vague, c'est dans le livre. C'est dans le livre. C'est un livre qui est écrit vraiment comme un roman, dans le sens où il y a des citations, mais il n'y a pas de notes de bas de page, il n'y a pas des trucs illisibles, c'est vraiment écrit de manière très accessible. C'est très court, c'est très petit, ça coûte pas cher, en plus je me permets de vous le conseiller, si ça vous intéresse, ça coûte 9 euros. Ça par contre je peux pas avancer assez pour vous le voyez, mais ça coûte 9 euros. Euh, Ah, on voit pas. mais, euh, mais donc voilà, donc ça c'est un livre sur la nouvelle vague qui est plutôt intéressant. Et on va parler aussi d'un autre livre qui s'appelle La Cinéphilie, qui est écrit par le même Antoine Debec, parce que tous les sujets qu'a traité Antoine Debec dans son travail d'histoire du cinéma tournent autour de la nouvelle vague, des cahiers du cinéma, de la cinéphilie française, donc de tout plein de mouvements de pensée du cinéma, d'écriture du cinéma, de réalisation de films, de la France des années 50-60. Voilà. Et quelque chose qui est central, qui a plein d'importance encore aujourd'hui, la nouvelle vague est toujours très citée. Il suffit de voir cette année, Godard nous a quittés, je pense que tout le monde est au courant. Non, Philippe est c'est dingue. parti, et je veux voir à quel point c'était un événement, quoi, la mort de Godard. Montre bien qu'il y avait encore une place importante des restes de la nouvelle vague. C'était le dernier, hein. Godard est le dernier représentant de cette époque qui nous a quittés, ou l'un des derniers. Techniquement, il ne l'est pas, mais par le symbole, ça l'est un peu. Et donc voilà, et donc on va vous lire, enfin je vais vous lire des petits extraits qu'on va commenter, expliquer, des choses qui nous paraissent intéressantes. On n'aura pas le temps, on ne sait pas exactement combien de temps en fait ça prend en le lisant à voix haute, on a du mal à se rendre compte, donc je pense qu'on lira pas tout ce que j'ai mis de côté. On va y aller tranquillement et voir. Et je vais commencer juste par un tout petit chapitre d'introduction du livre sur la nouvelle vague, qui est un chapitre sur la cinéphilie, qui va du coup nous permettre de comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il appelle la cinéphilie, parce qu'aujourd'hui on dit la cinéphilie, bah, c'est juste aimer les films. Historiquement, c'est un mot qui peut avoir un sens, et donc ça nous permet un peu de situer ça. Puis après, en fonction du temps et des débats qu'il y a, on commencera un peu un chapitre de l'autre livre. Mais donc voilà, je vais vous faire la lecture. Donc ça va être très radiophonique, vous pouvez enlever l'image, ça va être juste nos Vous têtes. pouvez aller cuisiner à Voilà, côté ou jouer exactement. aux jeux vidéo ou quoi. C'est un C'est vraiment stream de l'émission de fond. radio. Exactement. Donc voilà, donc les cinéphiles, tout petit chapitre, on va hâte de comprendre un peu de quoi on parle. C'est Donc, parti. pour se projeter, la période, on est dans les années 50, début 50, en France, voilà, au cinéma. Alors que la critique de cinéma établie s'étouffe devant Et Dieu créa la femme, que Dieu créa la femme, film culte qui est le premier grand film qui fait connaître Brigitte Bardot, réalisé par son mari Roger Vadim, en appelant aux valeurs morales, aux bonnes mœurs et à la décence, un petit groupe de journalistes considère Bardot comme une révélation, une révolution. Ce groupe commence à défendre le film et l'actrice dans les colonnes où il s'exprime, dans l'hebdomadaire culturel Art, donc Art au pluriel avec une majuscule, c'était une revue culturelle de l'époque, et dans une revue spécialisée à la couverture jaune, Les Cahiers du cinéma. Pour le coup, Art n'existe plus depuis longtemps, les cahiers ça existe encore. L'irruption de Bardot est importante également pour cela. Elle marque une rupture en mobilisant les jeunes critiques
qui constitueront le noyau de la nouvelle vague. Cette génération est contemporaine de Brigitte Bardot et reconnaît en elle la première jeune héroïne de son temps du cinéma français. François Truffaut a 2 ans de plus que Bébé, Claude Chabrol et Jean-Luc Godard 4, Jacques Rivette 5. Voilà, on dit ils sont tous morts, Brigitte Bardot est toujours en vie aussi. Ils se sont forgés une culture en regardant les films d'Alfred Hitchcock, de Fritz Lang, de Jean Renoir ou de Roberto Rossellini, s'enfermant dans les salles obscures de Paris, y vivant, y complotant, polémiquant avec les anciens au grand jour de la presse des années 50. On les appelle les cinéphiles. Qui sont-ils? Des voyous du journalisme? Des copains inaugurant la culture jeune? Les gentilshommes de notre temps, selon Éric Rohmer, leur aîné maître à penser? Ces questions deviennent d'actualité quelques mois après l'irruption de Brigitte Bardot. Le très classique Figaro littéraire, vu qu'il existe encore, que le Figaro existe, et le Figaro littéraire je crois aussi, propose ainsi à ses lecteurs, sur une pleine page, un reportage au titre évocateur dans les temples clandestins du cinéma d'avant-garde. Bernard Dor, un critique, dans les pages de France Observateur. Est-ce que France Observateur, c'est ce qui est devenu le Nouvel Obs? C'est possible. Je vais aller vérifier, attends. C'est pas très important, mais je crois que c'est l'ancêtre du Nouvel Obs. Attends, redis-moi le titre, pardon. France Observateur. Ok. Donc dans France Observateur, Bernard s'interroge gravement, le cinéma est-il une religion? C'est le titre. Robert Benayoun, toujours dans France Observateur, tente de présenter au lecteur les jeunes gens qui fréquentent ces temples et pratiquent cette religion. Salut les cinéphiles, titre alors l'hebdomadaire. Voilà, le mot, oui. C'est effectivement l'Obs, Okay. aujourd'hui. Oui, maintenant pas c'est le nouvel Obs. Obs. C'est le nouvel Obs. Il y a plusieurs étapes. C'est ça. Voilà, donc apparaît ce terme, les cinéphiles, pour désigner à l'époque les jeunes qui passent leur vie au cinéma et pour qui c'est une religion. C'est vraiment, il y a un effet de génération aussi. C'est pas juste aimer le cinéma. T'as enlevé ta caméra par contre. Oui, 2 secondes. Pas de souci. Tu peux continuer, oui. t'inquiète pas. Le premier à s'être vraiment penché sur ce phénomène cinéphile est sans doute Jacques Laurent. Dans Art, qu'il dirige, donc Jacques Laurent c'est le patron de la revue Art, et qui a accueilli dès 1954 les Philippiques de Truffaut, puis de ses amis des cahiers du cinéma, parce que du coup Truffaut et d'autres, et des gens comme Godard aussi, étaient, avant d'être réalisateurs, des critiques de cinéma. Laurent tente de justifier la réputation naissante de ses tout jeunes collaborateurs, formés dans et par la cinéphilie. En février 1955, dans un éditorial au grand retentissement, il désigne ce mouvement comme la critique des catacombes. Ce texte est important car il ressemble à une reconnaissance. Truffaut et les cinéphiles, ils sont élevés par le pape des écrivains hussards. Jacques Laurent à l'époque, c'est un grand écrivain romancier d'un mouvement littéraire qui s'appelait les hussards, donc un mouvement littéraire de droite plutôt. Voilà, au rang d'intellectuels à part entière. Mais des intellectuels en révolte, en rupture de banc, des furieux en état de belligérance. Donc il y a vraiment l'idée que les cinéphiles, c'est un groupe de jeunes, une génération, presque une école, un mouvement des révoltés, d'intellectuels, de jeunes révoltés, qui parlent de cinéma. Il y a 2 sortes de critiques de cinéma, constate ainsi Jacques Laurent. D'abord une critique dont l'enseigne pourrait être cuisine bourgeoise, elle est brave fille, désireuse de s'accorder avec les goûts du grand public, et pratiquée par des gens pour qui le cinéma n'est pas une religion, mais un passe-temps agréable. Et puis, je fais plus les guillemets, mais tout ça c'est les citations, et puis, il y a une intelligentsia qui pratique la critique à l'état furieux. Truffaut est un des représentants les plus doués de cette dernière sorte de critique, phénomène récent qu'il faut examiner attentivement. L'intelligentsia dont je parle se croit ou se veut en état de belligérance. Qu'elle approuve ou qu'elle condamne, cette critique est furieuse parce que, jugeant les films à travers une éthique et une esthétique qu'elle s'est formée à la Cinémathèque donc la Cinémathèque française, qui existe toujours, qui est à Paris, elle est toujours en état de guerre contre la critique embourgeoisée. Nous avons donc affaire à une critique incomprise, d'où sa hargne. Or, les ciné-clubs, la Cinémathèque, lui ont fait un état d'esprit religieux, ces lieux ont été les catacombes du cinéma, et les jeunes critiques y ont acquis une culture qui les a séparés du commun des fidèles dominicaux. Les schismes sont rarement tolérants, Luther se souciait peu d'être correct, eux aussi. La citation est très longue et un peu complexe, en gros, sont des jeunes
en guerre contre à peu près tout le monde, contre la critique en bourgeoisie, la L'autorité. critique populaire, et qui se sont formés dans des lieux, sont les ciné-clubs et la cinémathèque, un mouvement, comme pouvaient être des salons littéraires à une autre époque. En parlant de catacombes, Jacques Laurent voit juste. Une nouvelle église s'est créée, qui a ses temples, son esprit de communion, et pratique sa culture en contrebande hors du monde. C'est vraiment ce qu'on vient de dire. Les cinéphiles, d'ailleurs, le confient. Leur plaisir est lié à l'interdit contourné, à ces ruses de jeunesse qu'il s'agit de conserver, comme un rituel, même lorsqu'elles sont devenues inutiles. Car la cinéphilie ressemble à une poche de résistance au milieu de la culture du temps. Elle s'organise en une société parallèle, définissant un réseau de contre-culture, et possède le goût du secret et d'un trafic de contrebande, prenant la forme d'un journal intime du cinéma, peu à peu, mais jalousement partagé avec les fidèles initiés. Donc on n'est pas dans un mouvement qui veut populariser le cinéma. C'est pas ce qu'on entend aujourd'hui par la cinéphilie sur YouTube, qui est liée à la vulgarisation, ou sur Twitter. Là, on est vraiment sur quelque chose qui se veut un mouvement, avec Et des une forme règles, d'élitisme oui, et aussi. on est dedans ou on ne l'est pas. Et c'est pas, on peut pas juste dire, moi j'aime bien le cinéma, je suis cinéphile. C'est vraiment un mouvement fermé. Le contexte culturel de la libération, donc on n'est pas loin après la Seconde Guerre mondiale, est éminemment favorable à la vie cinéphile. Alors, on veut tout voir des films européens mutilés ou censurés d'avant 1940. On veut rattraper le temps perdu du cinéma américain interdit pendant la guerre, de l'un de ses âges d'or, tout en ne négligeant aucune des sorties importantes qui rythment l'actualité du néo-réalisme italien ou du cinéma français. Une géographie du Paris cinéphile de l'époque est plus qu'instructive. Voilà, ce que je disais, c'est que avant, il y a eu tout plein de films qui ont été censurés, disparus, parce qu'il y a la guerre, l'occupation. Vous en notez entre 40 et 44, il n'y a plus de cinéma états-unien en France, évidemment, c'est l'occupation. Donc il y a tout ça qui fait qu'il y a une envie de cinéma et de De voir les diversité films. de Voilà. cinéma aussi. D'autant que il faut les conserver. À l'époque, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de. La télé vient à peine d'arriver, il n'y a pas de VHS. Donc la seule C'est solution, un ça reste enjeu. le cinéma. Exactement. Donc la géographie du Paris cinéphile de l'époque est plus qu'instructive. Les salles d'exclusivité d'abord. On court à la Pagode, aux Ursulines, au Troyon, au Vendôme, au Reflet et surtout au Broadway, la salle majeure des Hollywoodophiles. Donc c'était une salle qui diffusait des films hollywoodiens. Toutes ces salles ont fermé. Hein. Toutes les salles indépendantes parisiennes n'existent plus. Il y en a d'autres. Celle-là n'existe plus. Mais ce qui fait Il y en a l'originalité de d'autres, mais cette celles cinéphile d'aujourd'hui sont en danger aussi, donc aussi. bon. Voilà. Ce qui fait l'originalité de cette cinéphilie est sans conteste le discours critique qui l'accompagne. On voit des films, beaucoup, ça c'est très important. Truffaut Mm. s'en vantait quelque part, hein, de voir plus de 1000 films par an. On mange du cinéma. On en parle, on en présente les réalisateurs, parce que à l'époque, il n'y a pas internet, il y a peu de journaux. Donc faire la liste de la filmographie d'un réalisateur, quels sont tous les films qu'a sorti quelqu'un, c'est un enjeu. C'est un vrai enjeu, et le connaître par cœur, c'est un enjeu, parce qu'il y a des gens qui sont connaisseurs et qui disent, bah moi je sais tous les films qu'a fait Alfred Hitchcock. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de catalogue, il n'y a pas de. On peut pas le savoir autrement. C'est aussi ça l'enjeu du cinéphile. Euh, Ouais, on présente en personne ou à travers les premières filmographies sérieuses, je veux dire, qui traversent une nouvelle revue. Liant la vision au discours, les ciné-clubs apparaissent donc comme les fers de lance de cette culture de cinéma en plein renouvellement. Les ciné-clubs, c'est des lieux, ça existe toujours, où on diffuse des films. À la fin des années 40, on n'aurait jamais manqué par exemple les mardis du studio Parnasse, donc un ciné-club qui était au Parnasse, donc qui est à Montparnasse. Hein. Je sais pas si je pense que ça n'existe pas encore le Parnasse, il n'y a pas un truc qui est au même endroit. Je Mettant regarde. en prise les cinéphiles en des débats érudits très accrochés. Le jeudi, ce sont les séances du ciné-club du quartier latin, animées par Éric Romer rue Danton, que l'on ne rate pas. Voilà, des rendez-vous hebdomadaires. Il existe aussi les soirées de gala organisées par Objectif 49, le ciné-club de la Nouvelle Euh, Critique, officier André Bazin et d'autres. Oui. à propos du Parnasse, Ouais. il y a le. Alors, déjà, il y a le Gaumont Parnasse, mais ça Oui. ne compte pas. Mm. Et sinon, il y a les 7 Parnassiens, C'est ça. qui est effectivement au boulevard du Montparnasse. Donc voilà. Je sais D'accord. pas si c'est le même qui a changé de nom ou pas. Bah, je crois que c'est le même endroit en tout cas. D'accord. Je suis pas sûr, mais je crois.
Enfin, de toute façon, rien qui est resté, on parle des années 50, c'était il y a 70 ans. Oui, c'est ça. Donc forcément, les cinémas ne sont plus là, c'est normal. Voilà, la cinéphilie produit une culture très particulière. L'apprentissage est érudit, marqué par un nombre impressionnant de visions et revisions de films, ou la rédaction de centaines de filmographies précises et fidèles aux détails près. Voilà ce qu'on disait, il n'y a pas Internet, il n'y a pas d'encyclopédie du cinéma, il n'y a pas de VHS, on peut pas mettre sur pause les films, donc bah, vous voyez un film, il y a le générique, et vous êtes obligé de noter. Donc ça, c'est des enjeux qui naissent en France des années 50, qui n'existaient pas avant, et qui sont importants aussi dans ce que ça va être l'arrivée de la notion d'auteur au cinéma. Parce que c'est quand on commence à dire, bah moi je sais tous les films qui sont faits par un tel, que tu peux te dire qu'il y a une logique d'auteur. Voilà, et c'est des choses qui étaient très complexes à l'époque. Donc c'était vraiment, bah, c'était vraiment quelque chose dont se vantaient les cinéphiles, de pouvoir connaître par cœur un film plan par plan, connaître par cœur une D'ailleurs, ils s'en filmographie. vendent toujours un peu aujourd'hui, hein, on va pas se Oui, mentir. mais ces cinéphiles de l'époque n'existent plus. Donc voilà, scénographie précise et fidèle. Les bancs de l'école, quant à eux, par un étonnant transfert autodidacte, se trouvent métamorphosés en fauteuils d'orchestre. En gros, l'école, c'est le cinéma. Il n'y a pas de cours, on apprend en voyant des films. Ou plus souvent encore en siège ingrat de salles de quartier où passent quelques séries B hollywoodiennes ou certains péplums italiens. La seule politique, quant à elle, est la défense acharnée des auteurs élus, faveur qui demeurera le pilier de l'écriture et des prises de position publiques de la cinéphilie durant ces années. On ne se mobilisera pas, ou peu, contre la guerre d'Algérie, mais pour la cinémathèque, dirigée par Henri Langlois, autre temple propre aux jeunes cinéphiles. Voilà, la politique, c'est défendre le cinéma, défendre les films, et dire, bah, il y a Hitchcock, par exemple, sera le premier grand cinéaste qui sera défendu par la cinéphilie, et donc c'est ça, on ne se bat pas pour la guerre d'Algérie, c'est une jeunesse révoltée, mais pour défendre que Hitchcock est un artiste, au même titre que les écrivains, au même titre que Un Flaubert. peu... Bon, ouais, Oui, c'est de droite. c'est de droite et c'est très bourgeois surtout. Oui, tout à fait. C'est genre Euh, ne pas se soucier ou alors ne pas avoir conscience des enjeux géopolitiques importants et à la place se dire que ce qui est important c'est de dire... C'est des choses futiles au final un petit peu. Donc. Même si effectivement grâce à eux Hitchcock sera reconnu comme un grand réalisateur, mais enfin Mais c'est une futilité voilà. revendiquée, quoi, par une forme de droite. C'est De toute ça. façon, si vous voulez comprendre un peu plus dans le détail qu'est-ce que c'est le positionnement politique de ces gens-là, c'est détaillé dans le livre. Là, c'est une partie où c'est abordé. Mais c'est effectivement une question passionnante, très complexe. Mais de manière générale, si on doit résumer, oui, c'est de droite. C'est en tout cas des Oui, pensées qui sont de droite, et qui sont liées à une histoire culturelle qu'on trouve aussi dans le Figaro aujourd'hui. Hein, l'héritage de tout ça, ça existe encore. tout à fait. Suffit de voir comment le Figaro traite Annie Ernaux pour comprendre que cette logique n'a pas changé. Non, Et pas que du tout. voilà, il y a une volonté de l'art pour l'art qui est toujours là, La dans droite une ne forme de change la pas au droite. final. Bon, une partie de la droite qui ne change pas. Une partie de la droite est Euh, immuable, voilà. effectivement. Aux antipodes des expériences littéraires avant-gardistes du moment, comme le nouveau roman, l'écriture très classique adoptée par les jeunes cinéphiles porte ainsi au nu des cinéastes, souvent américains, ça c'est très important, tels Hitchcock, on disait, Howard Hawks, Fritz Lang, Nicolas Ray, Vincente Minnelli, Robert Aldrich, considérés à l'égal des grands écrivains. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Je sais pas pourquoi on lit le texte, parce qu'on le préchote, on dit les Oui, c'est choses avant de le ça, lire. ouais. Vraiment nul, c'est Antoine Debec. Euh, en 1950, si les films de Hawks, Lang, John Huston ou Hitchcock sont connus, et leurs vedettes comme leur histoire largement diffusée par la presse de cinéma à grand tirage, ils ne relèvent pas encore du discours intellectuel. Donc c'est ça qui se passe, c'est vraiment de dire, c'est une forme d'intellectualisme, de parler de cinéma, de parler Ah d'auteur au mince. cinéma, comme on parle d'auteur en littérature. Euh, la cinéphilie, en ce sens, n'est pas un culte de l'auteur maudit, de l'artiste rebelle et marginal, mais plutôt un transfert, une captation d'objets, appliquée à des cinéastes œuvrant au cœur du système commercial, un regard et des mots auparavant réservés aux artistes de renom. Donc on savait que Hitchcock, même s'il fait des films pour le public et à Hollywood, c'est un auteur, un artiste, et il y aura beaucoup de comparaisons avec des écrivains, des peintres. C'est une logique qu'on retrouve beaucoup dans la cinéphilie. Une logique de valoriser le cinéma comme art. C'était un enjeu.
Ça l'est plus aujourd'hui, mais à l'époque, dire que le cinéma est un septième art, et le septième art, c'est un enjeu. C'est pas accepté par tout le monde. Ainsi, la cinéphilie ne se construit pas contre le spectateur, ni contre les ciné-romans, mais comme une sorte de prolongement intellectualisé de leur action. C'est sa force. Elle ne tient pas le même discours que les magazines grand public. Elle revendique un jugement de goût. Mais ce choix s'exerce à partir d'un identique corpus de films, le cinéma hollywoodien populaire. Donc c'est pas dire les revues populaires qui disent ah c'est super tel film d'Hitchcock parce qu'il y a telle grande actrice et c'est trop bien, allez-y, voilà. Mais c'est prendre les mêmes films, mais dire c'est pas super parce qu'il y a telle actrice, elle est trop cool, elle a une super robe et je caricature évidemment les magazines populaires. Mais il y a du frisson, il y a du suspense, allez-y, vous passerez un bon moment. Et prendre les mêmes films et dire derrière tout ça, ça c'est pas important, ça c'est futile et c'est populaire. Derrière tout ça, il y a un auteur. C'est vraiment ça l'idée qu'il y a derrière. Son ennemi irréductible, par contre, est le cinéma français de qualité, culturellement et littérairement bardé de références et de solides scénarios, qui n'offrent aucune prise à cette contre-culture du choix paradoxal, ainsi que ses défenseurs, la profession, la culture du bon goût et la gauche anti-américaine. Donc tout ça, euh, c'est pas du tout, voilà, le bon goût, c'est pas du tout leur idée. Eux, c'est défendre le goût populaire, mais comme un acte artistique. La cinéphilie du moment a ainsi souvent été vue, avec quelques raisons, comme une contre-culture d'amateurs, revendiquant son mauvais goût et politiquement provocatrice. Donc de droite, à un moment où il était mal vu de s'afficher désengagé et d'aimer les films américains. On rappelle que les années 50, le Parti communiste fait des entrées, enfin fait des entrées, non, fait des scores incroyables aux élections, est très représenté à l'Assemblée nationale. Donc voilà, on est dans une société où le communisme c'est important. Et être désengagé, ne pas être d'un côté ou de l'autre sur la guerre d'Algérie par exemple, sur les élections, c'est très mal vu. Euh, et donc les films américains, c'est mal vu aussi, hein, évidemment. On doit surtout y voir à l'œuvre une sorte de dandisme, une culture de l'écart, qui cherche une cohérence intellectuelle là où elle ne s'offre pas comme évidente, éloge du décalé et du mineur, qui apparaît en définitive comme la quintessence du comportement cinéphile. Oui, du coup, j'ai vu ton message. Effectivement, Clémence a des petits problèmes de connexion, donc elle est un peu Ouais. perdue. Dites-nous hein, si c'est complexe, si vous comprenez pas un truc, si ça vous intéresse pas aussi, hein. N'hésitez pas. Si je vais trop vite, s'il faut qu'on détaille des choses. Vu que là on parle, je lis et tout, c'est quasiment fini, hein, vraiment, ne vous inquiétez pas. Mais et voilà, dites-nous si vous avez des questions pour que ça soit un peu interactif. Mais si vous écoutez, tant mieux. Je suis à l'affût des Ouais, questions dans le chat, hein, vous très inquiétez bien. pas. Donc voilà, donc c'est vraiment cette idée d'être toujours dans le décalé, de prendre les choses avec un plaisir décalé, donc pas prendre les films pour leur sujet, pour leur importance politique, mais voilà, toujours aller faire un petit pas de côté, s'amuser, aller défendre le cinéma C'est populaire, un- mais d'un point de vue artistique. Si je peux me permettre, c'est un Oui, peu les débuts de la critique moderne, quelque tout à part. fait, tout à fait. On Euh, est, on est plus dans l'optique de, on est plus dans l'optique de défendre un film avec des outils d'analyse de la mise en scène, et on est moins dans le fait de le défendre avec plus d'outils sensationnalistes, en fait. exactement. Sauf que, bon là, du coup, on revient un peu à ça avec certaines critiques qui sont, on en a parlé la semaine dernière, mais qui sont plus des outils marketing. Mais globalement, l'image de la critique, c'est celle des cahiers de cinéma enfin, c'est les critiques des cahiers du cinéma donc les Mm, précurseurs de la nouvelle vague qui l'ont construite, quoi. oui, et des autres revues qui ont perdu la guerre culturelle qu'ils menaient, mais qui étaient liées à Oui, la cinéphilie, parce que tous les cinéphiles, là, ça définit un peu les cinéphilies, tous les cinéphiles de l'époque n'étaient pas de droite, et oui, certains ont donné la revue concurrente des cahiers du cinéma, qui est Positif, qui est une revue de gauche, qui, comme les cahiers du cinéma, existent encore. Ils sont moins concurrentes aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment un conflit entre les deux, et qui est issue aussi d'une école cinéphilique, de cette idée de défendre le cinéma comme art, de défendre un cinéma différent, un cinéma des marges, mais dans une opposition beaucoup plus à gauche. Donc voilà, il y avait quand même les deux, et c'est toute cette nouvelle pensée du cinéma et de l'écriture du cinéma et de la place du cinéma dans finalement, la société qui a c'est un influé. con...
Alors, je crois que ça saute encore un peu. Donna, tu Non, ça m'entends? va, t'entends bien, pas de soucis. Ok. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Oui, finalement, c'est un conflit très idéologique entre les deux revues, notamment, et entre deux factions de cinéphiles. Ce qui est un peu ironique pour des cinéphiles qui se disent ne pas être intéressés dans les conflits politiques, géopolitiques, etc. et qui se disent défendre l'art, quoi, en soi. Donc je trouve ça ironique quand même de s'inscrire dans un conflit aussi ouvertement politique et de dire après que bah, la politique, non, on s'en détache un peu, quoi. Après, justement, les cahiers du cinéma vont jamais attaquer positif sur la question politique, mais justement en disant que c'est pas la Non, bonne mais, manière d'analyser l'art. non, mais l'opposition est politique, Oui, tu ah viens bah de le bien dire. sûr, non mais évidemment, la position est politique. Je Mais parle pas justement, d'attaque, je parle eux, d'opposition. pour se cacher, ils vont décaler en disant que leur politique, c'est le cinéma. Donc voilà, Ouais, on bien disait la sûr. morale est affaire de travelling, donc eux, ils sont pas dans le politique social, pas dans le sociétal, Oui, mais très bien, mais non mais évidemment que généralement, c'est fallacieux, je suis bien d'accord. Justement, c'est un argument c'est un argument de droite encore, ça, de Tout à dire que fait, ce n'est pas politique et que c'est juste artistique, on va dire, tu vois. tout Donc à fait. ça rentre quand même dans cette logique pas militante, mais cette logique idéologique quand même. Ouais, bien sûr. Je continue, qu'ils ont terminé, reste de page. Cet éloge s'exprime d'une façon extrêmement réactive. La polémique est la langue de la cinéphilie. Pendant militant, sectaire de sa soif d'érudition et de connaissance. Voilà, c'est des gens qui parlent de cinéma, qui sont dans la polémique, dans l'attaque, dans la vindicte. Beaucoup. Ce mouvement de jeunesse est ainsi parcouru de tensions, divisé en chapelles, chaque clan ayant sa revue, son lieu, ses auteurs privilégiés, ses manies et ses repères. C'est exactement ce qu'on disait. Euh, L'opposition la plus forte et la plus durable confronte les jeunes Turcs, ce qu'on a appelé les jeunes Turcs, qu'on a aussi appelé les Hitchcockiens, des cahiers du cinéma. Donc c'était les cinéphiles des cahiers du cinéma plutôt de droite, ceux qu'on a retenus, Godard, Truffaut, Rivette, Chabrol, Romer, qu'on a appelé donc les jeunes Turcs ou les Hitchcockiens. Les jeunes Turcs c'était par rapport à leur âge, les Hitchcockiens c'était par rapport au fait qu'ils aimaient Hitchcock et Hawks, voilà, Howard Howard Hawks. Hawks, réalisateur états-unien. Exactement. Donc d'un côté, les jeunes Turcs, et de l'autre, les anarcho-surréalistes de positif. Ce qu'on disait positif, beaucoup plus à gauche, avec une tendance intellectuelle plus liée au surréalisme, euh, qui est quand même de base plus de gauche. Les seconds traitent volontiers les premiers de fascistes, de jésuites, leur reprochant leur culte d'Hitchcock ou de Rossellini, cinéastes réactionnaires. Les premiers méprisent souverainement les seconds et leurs cinéastes de chevet, tels John Huston, les jugeant. John Huston, c'est un réalisateur états-unien qui est très à gauche, qui est dans un cinéma populaire, mais qui est quelqu'un qui est ouvertement communiste. Les jugeant arriérés, incultes, gauchistes et paranoïaques. Gauchiste c'est une insulte, Oui, hein, on rappelle. à l'époque. Encore aujourd'hui, hein, pour la Pour droite, eux, gauchiste, c'est une insulte. bien sûr. Cette culture polémique se retourne le plus souvent contre les intellectuels des années 50 et contre l'académisme officiel. En ce sens, c'est le journal Art, on rappelle Art, journal culturel plutôt de centre droit, qui donne toute sa dimension à l'écriture de la cinéphilie, à la fois tribune virulente et voie d'accès vers un public élargi. En février 54, à la suite de la publication dans les cahiers du cinéma le mois précédent d'une certaine tendance du cinéma français, donc c'est un article de François Truffaut qui était très important à l'époque, on va pas redétailler ici, c'est un grand sujet aussi qui est détaillé dans ce livre et dans l'autre, mais voilà, c'est un article qui est très important à l'époque. Euh, L'hebdomadaire engage François Truffaut, le plus violent et le plus brillant des jeunes Turcs. Voilà, après cet article, Art engage officiellement François Truffaut, qui était très jeune hein, à l'époque. Je crois qu'il est plus jeune que nous à l'époque, hein, il a notre âge C'est possible. quand il arrive dans Art. Monsieur Truffaut, il meurt très jeune, donc il est vraiment jeune. C'est là, dans les colonnes très suivies de l'hebdomadaire culturel, donc à l'époque, on a tellement oublié Art, mais à l'époque, c'est vraiment une revue qui est très importante pour la droite. Que la jeune critique peut transformer ses coups en une prise de pouvoir, car le cinéphile y trouve un journal à sa convenance, polémique, n'hésitant jamais à attaquer les intellectuels de gauche, un journal qu'on dit hussard, c'est-à-dire proche d'écrivains de droite, brillants, tels Jacques Laurent, son directeur, Roger Nimier, le hussard bleu, Antoine Blondin,
ou certains anciens, parfois proscrits par l'épuration, hein, certains écrivains de droite qui n'ont pas bien passé le cap de la libération, Hum. tels André Fréniaux, Marcel Jouandeau, Jacques Chardon, ou carrément Lucien Rebattet, qui est un énorme collaborationniste. Quand on dit qu'ils l'ont pas bien passé, ça veut dire qu'ils ont perdu la tête. Bah eux non, parce qu'ils écrivent encore dans Art après, mais en tout cas, ils sont passés par les Ils ont cases prison, failli. perte des droits, tout ça, Ouais. quoi. Ils ont C'est- failli perdre la tête. ça m'est passé. Que je crois ils étaient fusillés, hein, les Ah oui, collaborateurs. Enfin, ah je bah crois, d'accord. à vérifier. C'est Mais bon, pas c'est très des important. détails dont nous ne parlerons pas ici. Mais donc voilà, donc c'est pour se dire, ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, encore les années 50, c'est des journaux, des auteurs qui ont une influence énorme, et dont les héritiers, parce que finalement la cinéphilie, c'est des héritiers, ce qu'on est en train d'expliquer, de ces gens-là, qui étaient plus âgés, qui avaient connu la Seconde Guerre mondiale. Les cinéphiles sont des gens qui n'ont pas connu, c'était enfant pour la Seconde Guerre mondiale. Donc là où, dans le monde du cinéma, la nouvelle vague a gagné, donc la cinéphilie a gagné. Dans le monde de la littérature et de la culture française, tous ces gens qu'on a cités, je pense que personne, dont vous qui nous écoutez sur le chat, dites-nous si on se trompe, hein, je pense que personne ne les connaît. Je peux redire Redis leur Jacques nom pour Laurent, voir. Roger Nimier, Antoine Blondin, André Fréniaux, Marcel Jouandeau, Jacques Chardon, Lucien Rebattet. Si vous n'avez pas fait une fac de ciné, une fac de littérature, vous n'en connaissez aucun. Tout comme la revue Art. Voilà, clairement Ouais, pas. voilà. Ils ont été Totalement oublié. oubliés. Ils ont été effacés par l'histoire et c'est peut-être plutôt positif au final. Alors qu'à l'époque, c'est des gens dont les écrits touchent des milliers et des milliers de gens, hein. Les auteurs, que ce soit en roman ou en journalisme, parmi les 10-20 auteurs les plus influents de l'époque. Ils ont vraiment perdu, avec le temps, la guerre culturelle qui menait. Et donc Oui. voilà, si vous n'avez pas fait fac de lettres ou fac de ciné, impossible de les connaître. Et même moi, dans tous ceux que tu as cités, je crois que je connais que Lucien Rebattet. Voilà, Hein, c'est pour ça donc, que je disais fac de ciné, parce que c'est celui qui est lié au cinéma. bien Lucien sûr. Rebatec, du coup, qui est, juste pour situer, parce qu'on reviendra peut-être dessus, le critique de cinéma le plus influent des années 30, qui est totalement, lui pour le coup, c'est pas le centre droit, hein, lui pour le coup, c'est le fascisme, dès les années 30, Mm. qui est ouvertement fasciste, donc la critique de cinéma est ouvertement fasciste, très Mm. antisémite dans ses choix de défense du cinéma, qui survit de peu à l'épuration et la libération, et qui va continuer à écrire de manière beaucoup moins importante des critiques de cinéma. Et donc, c'est quand même quelqu'un qui aura eu une influence qu'on a un peu oubliée parce qu'elle n'était pas très glorieuse, mais sur beaucoup de critiques et sur une partie de l'histoire du cinéma. Si je peux me Donc, permettre faut un se mettre au feu. aparté, Oui, une fois que tu auras fini. bien sûr. Si, c'est bon, t'as rien à rajouter? Oui, vas-y, vas-y. Si je peux me permettre un aparté, c'est pas le seul expert de cinéma des années 30 qui penchait vers le fascisme qui avait une influence à l'époque et qu'on a, bon, pas vraiment retenu aujourd'hui, mais qui est en tout cas encore présent dans les cours d'histoire de cinéma. Il y avait aussi deux charmants critiques qui se sont improvisés historiens du cinéma et qui sont effectivement très intéressants à étudier de par leur comment dire, leur vision de l'histoire du cinéma qui est donc très orientée. Et ces deux-là, et c'est Bardèche et Brasillac. Vous avez peut-être déjà entendu leur nom, c'est Plus possible. Bardèche, parce que, Surtout Maurice Bardèche et Bardèche donc Robert Brasillac. parce que Brasillac est l'un des seuls collaborationnistes exécutés, en tout cas des collaborationnistes écrivains, ou même de manière générale, hein, exécutés à la Libération. Bardèche survit à la Libération, parce qu'il est un peu plus jeune, peut-être moins présent. Brasillac passe sa vie, enfin son temps à des allers-retours en Allemagne, mais bon, on va pas faire une histoire de la collaboration, mais voilà. Non, Bardèche M. survit à la Libération, il était très jeune à l'époque, il meurt très vieux, et donc Bardèche est un peu plus connu parce que jusque dans les années 70, 80, peut-être même début 90, il y a un qui va rester un intellectuel connu de l'intellectualisme français, et qui va passer à la télé, qui va écrire plein de livres, qui va avoir une tribune dans le Figaro de mémoire, jusque dans les années 80, et qui aura comme volonté, de manière plus insidieuse, petit à petit, de réhabiliter la collaboration,
de soutenir un peu le négationnisme. Enfin, c'est quelqu'un qui va rester totalement dans cette même ligne, qui justement va être l'un des seuls qui va aller partout sur tous les combats pour maintenir la ligne collaborationniste jusqu'aux années 80. C'est quand même osé. Voilà. C'est très osé, ouais. C'est très osé. Et Donc donc ces voilà, deux-là ont écrit une histoire du cinéma dans les années tout à 30 fait. qui est en soi passionnante à étudier. Quand on fait de l'historiographie du cinéma, voir la vision de l'histoire qu'ont les gens dans les années 30, alors que le cinéma, il a quoi je sais pas calculer, mais il est né en 1800. 45 ans. Il est... J'aime pas dire Non, ça, mais 35 en ans. gros, c'est 1895. Ouais. Dans les années 30, il est encore tout jeune, le cinéma. On arrive à peine au parlant. Et donc l'histoire de Bardèche et Brasillac, c'est de dire que le parlant c'est de la merde parce que c'est la modernité et qu'il faut rester au muet, le truc un peu tradit et tout quoi. Hmm. Donc c'est hyper intéressant à étudier, C'est mais déjà bien voilà. réactionnaire. Et que le C'est parlant, c'est aussi rempli de juifs, et donc c'est totalement antisémite, évidemment. tout à Il y fait. a des trucs horribles hein, à lire, il y a des trucs Ouais, c'est pas facile. absolument Hein. ignobles, Vous êtes pas mais obligé de le lire hein, si vous n'êtes pas clairement pas. étudiant en Ne lisez cinéma, pas hein, ça, vraiment. ne faites pas ça, de toute façon c'est introuvable, hein, Oui, heureusement. mais ne faites pas ça, hein, évidemment. Non. Mais voilà, mais donc c'est pour situer à peu près où va naître, enfin où va être écrite, et ben un peu, c'est pas que par volonté, parce que tous les gens qui écrivent dans art sont pas des fascistes, des collabos. Euh, il y a aussi l'idée, voilà, comme ils disent dans le texte, c'était un journal polémique qui attaque les intellectuels de gauche, et donc qui va ouvrir ses colonnes à ces jeunes cinéphiles qui se veulent des intellectuels virulents, polémistes. Euh, et donc il y a une part d'arrivisme hein, là-dedans. Il n'y a pas que tout n'est pas juste. C'est pas pour dire Truffaut c'est un fasciste, Godard c'est un fasciste. Très Non. compliqué d'ailleurs. Godard c'est un C'est fasciste, très c'est loin de dur à là dire, d'ailleurs. vu quand même qu'il a fait des Non, mais trucs très même, très à gauche. oui, mais même Truffaut, c'est pas un fasciste. Hmm. Enfin, donc, Mais voilà, mais ou Chabrol, c'est un fasciste. Mais Truffaut ou Chabrol ont été souvent accusés de fascisme, parfois pour oui, de bonnes raisons mais aussi. Hein, oui, mais ce n'est pas non, forcément le bien sûr. cas, en tout cas. Enfin, je vous rappelle que Chabrol était très proche de Jean-Marie Le Pen. Tout à fait. Ben, c'est oui, tout à fait, oui. Voilà. Mais donc voilà, donc c'est pour situer à peu près art, donc c'est voilà, la revue polémique de la droite. Donc ils vont être très heureux d'écrire dedans, et Truffaut le C'est premier un va peu être le très heureux. CNews de Un l'époque, peu. C'est mais notre consacré au intellectuel. cinéma. Intellectuel. Consacré à l'art, mais en général. L'art, pardon. À Oui. l'intellectualisme et tout ça. Mm. Donc Truffaut et à sa suite les autres jeunes Turcs entendent y mener ce qu'ils nomment très vite leur campagne de presse. On voit qu'il y a une forme de guerre culturelle. Ils inaugurent de fait une manière nouvelle d'intervenir sur la scène cinéphile, franche, directe, violente, presque inquisitoriale, fondée sur un jugement de goût toujours circonstancié, mais souvent provocateur et mordant, prenant le risque de l'injustice, manière qui choque les milieux critiques du temps. Voilà, ça passe pas forcément bien. C'est vraiment un truc, c'est des jeunes, vous appelez les jeunes turcs, c'est pas pour rien. Les jeunes turcs, c'est un mouvement révolutionnaire historiquement, Ouais, ils sont très énervés, quoi. dans l'histoire de l'Empire ottoman. Donc c'est des gens très énervés. À partir de 1956, lorsque Truffaut, grâce à une popularité vite établie, c'est-à-dire qu'à l'époque, à force de polémiquer, bah, comme aujourd'hui, hein, les polémistes, ils se font vite connaître, hein, quand ils font ça bien, Mm. parvient à imposer des articles en première page d'art. Les jeunes furieux, comme on les appelle à l'époque, s'emparent des gros titres de l'hebdomadaire, avec un sens certain du spectaculaire journalistique. Des titres à scandale composés en gros caractères attirent l'attention des lecteurs sur la progressive dégénérescence de l'école française. Par exemple, en Vous êtes tous témoins de ce procès, le cinéma français crève sous de fausses légendes. Ça, c'est le grand titre, hein, quand même. Bien sûr. C'est C'est pas vénère. rien. Et c'est vraiment pas le pire que Truffaut a écrit. Truffaut avait une plume qui était très très énervée. Quand il n'aimait pas quelqu'un, il pouvait l'insulter. Enfin, on est sur quelque chose Mm. de virulent. Publié le 15 mai 57 à l'occasion numéro spécial, qui dit sévèrement toute la vérité sur les hommes et les méthodes du cinéma français. Là, il faut retenir la formulation, la vérité sur les hommes du cinéma français, quelque chose de presque conspirationniste. La On est presque vérité, quoi. c'est le point en fait, c'est le point. La Tout à vérité, fait. c'est les titres du point, la vérité sur les hommes de la France insoumise, la vérité Ce sur qu'on les pourrait gens qui appeler arrivent. du clickbait aujourd'hui, Oui, presque. tout à Hein. fait. Voilà. Cette manière d'en appeler au peuple des lecteurs pour trancher un différend, pour décider de l'issue d'un combat polémique, n'est pas sans rapport avec les pratiques politiques du temps. En cette fin de 4ème République déconsidérée,
Oui, on rappelle que début des années 50, on est encore sous la 4ème République. On l'oublie. Mais voilà, C'est De vrai, on Gaulle a n'est pas tendance à encore au l'oublier. pouvoir. L'appel au peuple face aux politiciens est un des thèmes les plus populaires, bientôt repris par tous les partis contestataires, à gauche comme à droite, communistes et poujadistes, puis illustré par la prise du pouvoir par le général de Gaulle. Donc bon, là il rentre pas dans le détail, parce que comme je l'ai dit, c'est un livre qui est très vulgarisé, qui ne cherche pas à dire on va rentrer dans un truc historique, mais en gros il nous dit que c'est très cohérent avec l'époque, avec ce sentiment, il y a effectivement beaucoup de votes à l'extrême gauche, beaucoup de votes à l'extrême droite, beaucoup de populisme dans les années 50, et l'arrivée du général de Gaulle comme homme providentiel, qui en plus fait un changement de régime. On va pas refaire de l'histoire politique non plus, c'est pas le sujet, mais c'est lié aussi à tout ça, quoi, cette idée de on appelle au peuple des électeurs pour décider la situation. Voilà, il y a cette idée, quoi. Presque, bah oui, populiste en soi, dans la cinéphilie. À la fin des années 50, la cinéphilie est une école parallèle. Une vingtaine de revues de cinéma ont fait leur apparition. Donc de revues que de cinéma. Donc là, on vous parlait tout à l'heure des 13 uniques revues qui existent en France aujourd'hui. Il faut se dire qu'à l'époque, fin des années 40, il n'y a aucune revue de cinéma quasiment. Il y a des revues générales avec des critiques de cinéma avec une place très importante. Il y a des revues populaires, des revues qui vont parler En un tout peu de cas, l'actualité et tout ça. Et fin 40, il y en a moins que dans les années 30, hein, en tout cas. clairement. Alors que Et, dans les années 30, il y a pour le coup beaucoup de revues de cinéma hmm, de tout type. Donc, et là, en quelques années, paf, une vingtaine de revues qui ne parlent que de cinéma. De revues qui sont souvent des mensuels, quelques hebdos, mais beaucoup de mensuels. D'un coup, il y a une révolution quoi, dans la presse de cinéma. On fait leur apparition, une vingtaine, élargissant le public des mordus de cinéma. Ça, c'est entre guillemets des mordus de cinéma, des gloutons optiques, comme on les appelait, l'expression est très drôle. Des gloutons optiques, donc ils ça veut mangent dire avec qu'ils les adorent yeux. manger des lentilles. Exactement, ils mangent le film avec les yeux. Voilà, comme on touche pas avec les mains, on touche avec les yeux. Et c'est exactement ça, ils mangent du regard. Ce public qui profite également de l'implantation d'un réseau de plus en plus serré de ciné-clubs et de multiplication des salles dites de répertoire en province. Donc ça accompagne aussi du fait qu'il y a de plus en plus de salles qui sont créées, les gens vont de plus en plus au cinéma, il y a une augmentation du nombre d'entrées, ça va bientôt descendre. La descente commence fin des années 50. Fin des années 50, début des années 60. Mais voilà, là, il y a de plus en plus de salles, de plus en plus de gens qui vont au cinéma. Il y a plein de ciné-clubs qui s'ouvrent. Donc, partout en France, même en province, même en campagne, on peut aller au cinéma, dans les grandes villes, à l'église, avec des ciné-clubs religieux. Voilà, il y a un maillage de plus en plus, et donc des gens qui ont envie de lire ces revues parce qu'ils peuvent voir les films aussi. Ça va de pair. Euh, les tirages cumulés de ces revues, soit 122 440 exemplaires. Vous vous rendez compte que ça part de quelques personnes dans des ciné-clubs parisiens qui bouffent du film à l'appel. On parle de 122 440 exemplaires, toutes revues confondues. Donc la cinéphilie s'implante comme quelque chose aussi de massif. Les gens veulent qu'on leur parle de cinéma, qu'on leur parle des films et peut-être d'une autre manière. Il y a vraiment un truc qui se passe. Ainsi que le nombre total d'abonnés, 30 840. Je sais pas c'est combien la population active en France à l'époque, mais on sort de la guerre, donc il y a eu toute une génération perdue. Là, c'est une nouvelle génération de ceux qui ont connu la guerre enfants, jeunes, qui arrivent, qui ne l'ont pas faite, et qui veulent aller au cinéma, quoi. Donc il y a vraiment un truc. C'est énorme comme chiffre. Souligne avec force l'épanouissement du cercle cinéphile. Voilà, fini le chapitre. Ça nous a pris une demi-heure pour un petit chapitre, donc clairement on se rend compte que finalement c'est long de lire du texte à haute voix. Tout On va à peut-être fait, rester surtout sur quand on celui-là. fait des pauses et pour Exactement. expliquer et tout. Donc on va peut-être rester sur celui-là, je pense, et bien l'autre une autre fois. Sur l'autre est très long, mais pour vous teaser un petit peu, il parle de ce qui se passe dans les cahiers du cinéma, avec plus de sources et de textes, même si c'est très vulgarisé quand même, et de comment, là c'était nous mettre le contexte, quoi. C'est qui ces gens, où ils écrivent, D'où où ils ils vont, viennent. qu'est-ce que c'est que ça. Oui, il y aura des rediffs, si je ne me foire pas, il y aura le rediff de ça. Donc, pas de soucis, bonne soirée.
Et Bonne puis, je vous dis à soirée. la Merci prochaine. d'être venu et d'avoir joué Oui, aussi. merci beaucoup. Et oui, donc là, c'était qui sont ces gens de ça? La prochaine fois, sûrement dans 2 semaines, on essaiera de voir un peu plus ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont nous dire politiquement, c'est quoi leur combat, un peu plus concrètement, c'est quoi leur relation, on va essayer de creuser un petit peu plus. Et là, ça nous donne déjà un... Bah, merci à toi en tout cas. Merci, Ça fait c'est un très peu la voix. gentil. Ça nous C'est donne très déjà, encourageant. oui, c'est très encourageant de savoir que ça plaît. Oui, L'idée, c'était voilà, de donner un peu un contexte de cette cinéphilie et cette époque dont on a tous, même quand on n'aime pas le cinéma ou qu'on n'est pas cinéphile au sens d'aujourd'hui ou étudiant en cinéma ou quoi, on a tous des échos, on voit tout ce qui est Godard et Truffaut, on connaît au moins le nom cahier du cinéma pour la plupart des gens. mm, On n'a pas forcément les détails, mais inconsciemment, il y a les restes de ça qui existent encore en France. Et c'est pour ça que moi, ça me paraît important de commencer par des textes qui parlent de ça, quand bien même, personnellement, et Clémence aussi, on n'est pas des fans du cinéma, on n'est pas des fans de Godard, on n'est pas des fans de Truffaut, non, pas spécialement. On non, serait non. plus du côté de positif à l'époque, clairement. Même dans la nouvelle vague, il y a des réalisateurs qu'on aime mieux, mais bon, le terme nouvelle vague, voilà. Oui, bah, ils sont plus excentrés. D'ailleurs, je peux peut-être Ouais. retrouver juste, on va pas aller relire un chapitre évidemment, j'aurais peut-être dû le mettre de côté. Il y a un moment où il dit c'est qui la nouvelle vague. C'est très simple et c'est très clair. Peut-être essayer de. Ah là là, ça y est, t'es lancé, on t'arrête plus maintenant. Mais non, mais j'aurais dû le corner pour le retrouver. J'y avais pensé, puis je ne l'ai pas fait. Mais en gros, il dit genre c'est qui ces gens-là? Genre, c'est quand même un peu important. Ah bah oui. C'est cinéphile, c'est ce qu'on vient de dire. Tac. Je le retrouverai la prochaine fois, hein, sinon. Mais Au pire. au pire. Mais, euh, mais voilà. Mais donc, ouais, ça me paraissait important. Enfin, moi, ça me paraissait important en tout cas. De revenir pour nos premières émissions sur tout ça. Oui, Euh, c'est un sur, peu la euh, base, quoi. sur cette base qui, sans qu'on le sache vraiment, a plein d'influences, de ramifications dans aujourd'hui comment on voit le cinéma, sur la défense de ce que le cinéma artistique pour nous, alors que dans d'autres pays, bah, il y a moins cette vision. Dans d'autres cultures, il y a une vision que le cinéma peut être avant tout un art populaire. Nous, on a toujours cette défense qui se retrouve dans le nombre d'entrées, dans les films qu'on produit, dans la manière dont on les produit, dont on les diffuse, avec le système des salles d'art et d'essai, comme à Rennes-Larvor. Euh, c'est pas anodin de se dire qu'à Rennes, il y a 3 salles de cinéma, il y en a 2 qui sont des salles d'art et d'essai, il n'y en a qu'une seule qui est un multiplex. C'est tout ça, c'est aussi toute une logique de voir le cinéma comme un art à défendre. Et cette idée Tout est à fait. encore là aujourd'hui, à Et plein aujourd'hui, d'endroits. c'est Faut la même plus défendre. important que jamais, en ce moment où bah, le cinéma en tant qu'art est vachement mis à mal déjà Mm. par la difficulté de le financer, la difficulté de le diffuser, et cette vision qu'on peut avoir du cinéma français en soi, qui est soit des comédies pas ouf, enfin des comédies pour vendre et qui sont nulles, soit des films d'auteurs chiants que personne va aller voir. Et c'est pas une bonne vision à avoir, je le dis tout de suite, parce que c'est pas une vision réelle et que c'est ce genre d'opinion en fait qui tue un peu plus le cinéma aussi. Même si bah je jette pas la pierre aux gens qui pensent ça, enfin c'est pas grave quoi, tu vois. Mais bon, le cinéma a malheureusement des objectifs de rendement et de Tout à fait. profit. Et bon, en ce moment, c'est la crise. Voilà. Et nous, c'est aussi notre objectif de le réhabiliter, en tout cas en quelque sorte, en tant qu'art, en tant que objet culturel important et plaisant, quoi. Voilà. Tout à fait. C'est ça, quoi. Euh, Et c'est je vais- aussi ce que j'ai envie de faire en vous montrant, ce sera sans doute la semaine prochaine, je pense, en vous montrant des critiques et en montrant comment est-ce qu'on peut faire une bonne critique ou alors comment est-ce qu'on fait une mauvaise critique. C'est important aussi, ça fait partie du cinéma, tout simplement, et du processus de production et de diffusion d'un film. La critique,
c'est quelque chose de logique dedans, et c'est pas par hasard que aussi les gens qui ont eu peut-être le plus d'influence sur le cinéma en France sont à la base des critiques. Voilà. Tout à fait. Mais j'ai juste retrouvé, du coup, je pense, vu l'heure qu'il est, ça peut être bien pour terminer. Ah bah, Parce que terminons, oui, c'est souvent une là-dessus. question qu'on se pose, on dit la nouvelle vague, mais ça veut un peu tout et rien dire, et est-ce que c'est des cinéastes qui ont vraiment des liens entre eux ou pas? New Euh, Wave, Grunge, Déjà, ne serait-ce Underground, qu'à Nico, c'est déjà une grande Punk. question. Parce qu'en vrai, même au sein du mouvement, il y en a plusieurs qui se détestaient, hein, qui supportaient pas. Oui. Donc voilà, mais donc il répond très rapidement, fait une petite description de bah, c'est qui ces gens. Euh, voilà. Donc euh, il, il dit parmi tous ces gens de la nouvelle vague, on peut distinguer peut-être pas différentes écoles, mais des filiations différentes, quoi. Des gens qui s'entendent mieux avec d'autres. On peut essayer de faire des petits groupes, des petits cercles. Oui. Le groupe issu des cahiers du cinéma, tout d'abord, ce qu'on a vu avant, les jeunes Turcs, critiques, devenus cinéastes. Donc Chabrol, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Éric Romer. Véritable noyau dur de la nouvelle vague. Souvent, quand on parle de nouvelle vague, on pense avant tout à eux. Ils étaient critiques dans les cahiers du cinéma et ils avaient vraiment une volonté de créer un cinéma différent. Euh, les auteurs rive gauche ensuite, certains plus intellectuels, très littéraires, travaillant avec les écrivains du nouveau roman, et marqués par leur engagement politique à gauche. Donc là, on a des gens qui sont dans la nouvelle vague, mais qui sont plus à gauche, qui ont une sociologie, des filiations, des amitiés différentes, avec des gens comme Marguerite Duras, voilà. Donc là, c'est Alain Resnais, Jacques Doniol-Valcroze, Pierre Cast, Chris Marker et Agnès Varda. Déjà, on voit qu'on les a moins retenus que les précédents. Ils sont vraiment au Ouais. centre du truc. On note d'ailleurs qu'il y a pour l'instant une seule femme, hein. Et elle est Voilà. dans le groupe des intellectuels plus à Et gauche, évidemment. exactement. Évidemment. Ceux que l'on pourrait regrouper un peu artificiellement sous le nom d'aventuriers de la caméra. Adeptes des expériences de caméra légère, de cinéma direct, pris sur le vif, proche de l'école documentaire. Donc ça, c'est un troisième groupe dans lequel il met Jean Rouche. Plus on avance, moins on les connaît, hein. C'est ça. Enfin, nous, on les connaît un peu, mais alors, vous, je pense, ils sont pas marqués sur un cinéma documentaire. Et donc, Jean Rouche, cinéaste absolument passionnant. François Reichenbach, Michel Brault, Mario Ruspoli et Pierre Lhomme. Ensuite, quelques francs-tireurs inclassables, autodidactes de la caméra, comme Jacques Demy, Jean-Pierre Mocky, Yes. Jacques Yes. Rosier, Alexandre Astruc, Jacques Baratier, le trop méconnu Guy Gilles et le retardataire Maurice Pialat. Là, des gens qui viennent pas des cahiers du cinéma, qui viennent un peu genre des gens qui ont pris une caméra, souvent des petites caméras enfantines, qui ont expérimenté de leur côté, qui sont arrivés un peu au pif dans ce monde-là, sans connaître personne, et ils ont profité d'un mouvement général, d'un élan, qui a fait que la place était aux jeunes, on va dire. Pour l'anecdote, Jacques Demy, ses parents étaient garagistes à Nantes. Déjà, ça donne le Mmh, ton. Et Jean-Pierre Mocky, avant d'être réalisateur, il a été mannequin. tout à fait. Voilà. Et Et il ne c'est. s'appelle pas Jean-Pierre Mocky, Il s'appelle pas Jean-Pierre Mocky, c'est c'est une un pseudo. francisation de nom, parce que c'est un immigré, Jean-Pierre Mocky. Enfin, c'est un Tout fils à d'immigré. fait. Donc il a été mannequin, donc ça veut dire qu'il était quand même super BG, hein, vraiment, Oui, allez voir. Et, le plus drôle, en fait, c'est que tu peux dire, oh, il a été mannequin, c'est pas quelqu'un de très malin et tout. Pas du tout, ces films, ils sont ultra subversifs pour l'époque. mmh, Je crois que la censure le haïssait, l'Église catholique le détestait oui. encore plus. Il a fait un film sur un type qui va qui va voler dans les églises et qui ridiculise la police et les religieux. Un autre film sur le divorce aussi, Mmh. qui était pas légal, je crois, à Ouais. l'époque. Non, enfin, il Un n'était pas truc. légal par consentement mutuel. C'est ça. Donc il a fait un film en faveur du divorce par consentement Mm, mutuel. C'est un total punk. Et il totalement. fait partie de tous ceux qu'on a cités, il fait partie de mes préférés, avec Jacques Demy et Agnès Varda. Voilà. Moi Donc aussi. Jean-Pierre Mocky, c'est le feu. En plus, ils sont super drôles, ces films. Voilà. Clairement. Et donc, du coup, donc l'auteur nous dit que ces gens-là entretiennent du coup des rapports conflictuels avec le mouvement. Parce qu'ils sont vraiment un côté indépendant, chacun de Ouais. leur côté.
sont pas dans une logique intellectuelle, ils veulent pas qu'on récupère de manière intellectuelle leurs films, genre faisant partie d'un mouvement. Eux, ils sont là, bah moi je fais mes films à moi. Donc, Et du c'est ce coup, qui rend leur film très tout à accessible fait. aussi. Bref, ça dépend. Guy Gilles, Alexandre Astruc, c'est compliqué hein, à regarder. C'est compliqué, mais Demy Mais et Moki, c'est quand oui, même ou c'est quand même très Mokiana, accessible comme cinéma. Crozier, bien sûr. Oui, voilà. Enfin, un dernier groupe, plus éclaté encore, comportant de jeunes cinéastes issus du cinéma commercial, qui ont fait une carrière d'assistant dans les années 50. Donc c'était comme ça normalement qu'on rentrait dans le cinéma. Historiquement, on rentre dans les studios, on est assistant caméra, assistant réalisateur, et quand on a 35-40 ans, on peut devenir réalisateur. Voilà. Malheureusement, Donc c'est plus compliqué maintenant tous hein, les gens de la de nouvelle rentrer dans le vague, ils cinéma. arrivent en disant, moi je n'ai aucune expérience, j'ai acheté une caméra, je vais faire un film dans la rue sans moyens, mais je vais le faire de ma manière. Tous ces gens-là, c'est ce qu'ils font. Et là, c'est des gens qui sont quand même sont rentrés qui ont fait des écoles ou qui ont eu une formation plus professionnelle, plus classique, mais voilà, mais portés par la vague au point de s'identifier un moment à elle. Donc c'est Roger Vadim, qui, donc le mari de Brigitte Bardot, qui a lancé quand même un peu tout le mouvement avec Dieu crée la femme, qui est un peu plus âgé. Louis Malle, Louis Malle a fait l'IDEC, donc l'ancêtre de la FEMIS, la seule école qu'il y avait à l'époque de cinéma, donc c'est quelqu'un qui a appris à tenir une caméra de manière très scientifique. Édouard Molinaro, que avec le recul on oublie totalement qu'il est lié à ça parce qu'il a fait des comédies populaires Par contre, Louis avec Malle, c'est pas un cinéaste populaire. Hein. non, du tout. Bah, C'est un c'est pour... cinéaste. Non, j'ai pas dit que c'est un cinéaste populaire, j'ai dit que Louis Malle, il avait commencé. Non, mais t'as dit en citant le livre que c'était des cinéastes populaires, plus Non, populaires, c'est pas commercial. ça? Des gens qui ont commencé comme assistants dans le cinéma commercial. D'accord. Très bien, très bien. Dans le cinéma populaire, quoi, mais c'était pas le leur. Ils ont Ok, commencé ok. dans les studios, dans la bonne manière de commencer, ils ont bien appris les choses. Hmm. Claude Sautet, qu'on connaît pour des films comme Les choses de la vie, tout ça, et Philippe de Broca. Pareil, on oublie qu'il est lié à ça, parce que maintenant on le retient plus pour des films avec Belmondo. Mais voilà, donc, ces gens-là qui venaient plus de la bonne manière, mais qui, parce qu'ils étaient jeunes et pleins de fougue, ont Et c'est tout aussi bien, hein, les films tout aussi avec bien, bien sûr. Belmondo et les Ah oui, comédies oui, populaires. Hein, c'est c'est... même parfois mieux. Attention, hein, faut pas oublier ça. Je suis un C'est grand très fan bien, de Louis Philippe de Malle, Broca, Godard et perso. tout ça, mais ce qui est important aussi pour moi, c'est aussi l'accessibilité des films. Tout à Et fait. oui, les comédies populaires et les films un peu commerciaux, bah, ils sont regardables par tout le monde. Bah Et oui, oui. c'est aussi ça qui importe un peu, quoi. Et clairement, enfin, Philippe de Broca, c'est un immense Bien sûr. cinéaste passionnant, aux références multiples. Il faut regarder les films de Broca encore aujourd'hui, L'homme de Rio, Tribulation d'un Chinois en Chine, c'est des chefs-d'œuvre, hein, c'est pas juste, c'est des films qui sont drôles, qui sont des vraies comédies d'aventure telles qu'on n'en fait plus. C'est aussi des très très bons films. C'est vraiment des films qui pouvaient rivaliser avec les James Bond à l'époque. Hein. Et Pour te oui, dire, Philippe de Broca est une des principales influences de Steven Spielberg quand il fait Indiana Jones. Voilà. ça Sauf c'est quand même qu'aujourd'hui, on vachement reconnaît classe. Spielberg comme un grand réalisateur, on a plus de mal avec De Broca. De Broca est un très grand réalisateur. Tout à Donc fait. voilà. Voilà, c'est pour dire Et que tu vois, maintenant c'est très c'est... éclaté la nouvelle vague, et Oui. ça permet de résumer un petit peu, de placer les gens dans différents contextes. Je trouve que c'était plutôt clair en 2 paragraphes, ce truc-là, c'est pour ça que j'ai envie de le lire. Oui, c'est vrai, Voilà. c'était très clair. J'ai envie de juste rajouter un petit truc, c'est que justement le fait qu'on considère pas De Broca comme un grand cinéaste aujourd'hui, enfin moins, en tout cas pas beaucoup, c'est aussi l'autre tranchant de toute la propagande de, je sais pas si c'est le bon mot, mais des cinéphiles pour reconnaître le cinéma comme art, ça s'accompagne aussi d'un certain élitisme qui est, qui est autant de droite que de gauche d'ailleurs. Hein. Ça, Tout à fait. c'est la question du cinéma comme art et que tout le monde ne peut pas être un grand cinéaste. Bah, c'est. Oui, c'est de l'élitisme et qui marque encore un peu aujourd'hui la vision qu'on peut avoir des très grands cinéastes, mais qui ont eu le malheur d'être populaires et commerciaux à l'époque. Quoi. Tout à fait. Je te rejoins totalement. Merci. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop compliqué, qu'on vous a pas ennuyé, ça m'a Oui, bien c'est fait. important. Dites-nous, là, on va terminer, je pense, au plus tard à 21h on coupe. Donc Ouais, dites-nous si vous êtes encore là, et encore je crois qu'on a rejoint. perdu quelques gens. Ouais, tout le monde est Est-ce que parti. quelqu'un nous écoute? Allô? T'as Mais reçu les pour ceux qui photos? sont là,
Ah, merci. Mais, ah bah c'est gentil. C'est très gentil. Donc voilà, et donc la prochaine, on la fera, on sait pas encore, soit mardi, soit jeudi de la semaine prochaine. Ouais, on préviendra de toute Vu que façon. pour nous, c'est les vacances, peut-être sera même mercredi, puisqu'en soi, c'est les vacances. Donc, la semaine Ouais. prochaine, on préviendra, mais c'est fluctuant. À partir de la semaine d'après, on reviendra à un rythme. Enfin, ce sera toujours le même rythme de toutes les semaines. On reviendra à mardi ou jeudi, et sûrement plutôt jeudi. Euh, mais ça sera plus carré. La semaine prochaine, c'est les vacances, on sait pas trop, on vous redit. Mais on parlera de critiques. Cette fois, ce sera Ouais, à toi, à ton tour. ce sera mon tour. Je vais vous préparer une sélection de petites critiques et on va en parler ensemble. Ce sera moins académique. Moi, je me dirige plus vers un truc genre un peu du commentaire, on va dire. Mais c'est bien parce que du coup, on a deux visions du cinéma. Donna qui est sur des bouquins de chercheurs et tout, et qui sont importants à connaître Mm. aussi. Je trouve ça. Encore une fois, Je ça trouve que coûte que c'est bien. 9 euros. Et moi, C'est je pas vais cher. vous aider à décortiquer un peu des critiques. Tout à Voilà. fait. Et ça va être très Donc, intéressant. oui. Et on va jouer, évidemment. Mm. Et je le remets dans le chat. Comme ça, si ça intéresse quelqu'un à tout hasard, Oui, c'est vrai que je l'ai mis plus haut, euh, mais je le remets. Le vague portrait d'une jeunesse. Hop. Antoine de Beck. Tac. les bruits parasites. Pardon. Voilà, hop, je l'ai noté. Donc, c'est pas pour le vendre, hein, j'ai pas d'action, je m'en fiche. Et c'est pas le meilleur livre du monde non plus. C'est, je pense, même pas le meilleur livre qui a été écrit sur la nouvelle vague. Mais il se trouve qu'il est très intéressant, très accessible, et c'est un très bon début. Et qu'il est très accessible financièrement. C'est pour ça que pour le coup, celui-là, je l'ai. L'autre, je l'ai emprunté à la bibliothèque. Celui-là, je l'ai acheté, parce que moi aussi, je suis pauvre. C'est 9 euros qui, si le sujet vous intéresse, évidemment, hein, sinon non, mais sont bien investis, quoi. J'en profite pour dire que ces petites éditions à la couverture Oui, jaune, elles sont très bien. Il y a plein de bouquins super exactement. intéressants et très accessibles aussi C'est dans Champ cette petite Art. édition. Voilà, Je sais plus ce que c'est, mais c'est voilà. ça, c'est Champ Art. Champ Art, voilà. Voilà, Et et que c'est des éditions pas chères et accessibles. Voilà. exactement, c'est que des trucs poches qui sont réédités en poche, donc c'est dans des bonnes éditions. Et toujours pas cher, il y a des trucs plus intéressants que d'autres, hein, n'achetez pas tout. Non. Il y a l'autobiographie de Jean Renoir, c'est pas le truc le plus passionnant du monde. Il y Non. a des textes plus compliqués que d'autres, il y a Laurent Julier qui a écrit plusieurs livres dedans, c'est passionnant, mais c'est pas le plus simple non plus. Bah, Mais Laurent l'idée, Julier c'est encore, c'est. Ah non, ouais, t'as bah, raison. ça va, c'est pas un truc illisible. Tout le principe Non. de cette collection, c'est d'être bien présenté à la Fnac, d'être un truc qu'on peut prendre comme ça, qui est pas isolé dans un coin pour les chercheurs, quoi. C'est pas Oui, un c'est truc vrai. de bibliothèque. Donc c'est que des trucs que vous pouvez lire. Après, il y a tout, il y a des trucs mieux, des trucs moins bien, des trucs plus accessibles. Voilà, en l'occurrence, celui-là, je peux vous le conseiller parce que je l'ai lu. Tout à Voilà. fait. Mais j'en ai lu plusieurs de cette collection aussi, et c'est vrai que c'est très intéressant. C'est très bien. Donc Champ, enfin, c'est la maison d'édition, c'est une part de la collection, c'est une maison d'édition. Et Champ Art, non, ça appartient à Flammarion. Voilà, c'est écrit derrière. Donc voilà. Mais en tout cas, bah, tant mieux si ça vous a plu. Ouais, On vous merci souhaite de d'être, passer une bonne d'avoir été soirée. là, Mm, d'avoir participé et tout. C'est très important pour nous quand même ouais, de pas être tout seul. tout à fait. Donc voilà. Et puis voilà, on se N'hésitez retrouve pas la à en semaine parler autour prochaine. de vous aussi si les gens ont besoin d'un petit stream un peu chill le soir en semaine. Bah on est là. On est là genre pour. Bah là, Exactement. ça fait 2 heures, j'ai le compteur sous Ouais. les yeux. On est resté là 2 heures et puis. Bah voilà, on termine pas trop Mm. tard, c'est très bien quoi. Dans 20 secondes, ça fera pile 2 heures de live. Je pense qu'on va Exactement. s'arrêter dans 20 secondes. Et De puis, rien, bonne ça soirée nous a à fait très vous. Merci plaisir. Et beaucoup à bonne vous soirée d'être à tout le là. monde du coup. Et portez-vous bien. Et bisous. Des bisous. Des bisous, des bisous, des bisous. Des bisous, des bisous, des bisous. 4, 3, 2, 2, 1. 1.